Allez, sourire et plaisir, c'est le mot d'ordre bien sûr quand on se retrouve pour House of Sport, votre émission, votre rendez-vous sport sur les antennes du stream avec la plus belle équipe qui puisse exister en tout cas en France et en Navarre, ça ne veut absolument rien dire, on va les présenter bien sûr. First Team, toujours présent pour parler de grands week-ends de sport et notamment mon premier qui était vendredi dans la corbeille VIP du Stade de France entouré des grandes semondes pour assister à une belle finale de Top 14 mais surtout au concert de Kenji Girac, je vais bien sûr parler de Thomas Dufont. Hey contre-pied complet, hein. Oui, compétent. Telle une chute de Bayana. À chaque fois du mytho. Ouais, bah très bien, je suis ravi d'être là. J'étais en train de regarder justement combien avait pris Roy Keane en 97 sur le tacle incroyable, sur le père de Erling Haaland. Il avait pris 5000 pounds et une suspension de 3 matchs. Il avait écrit dans son livre qu'il ne regrettait pas. Ils ont rajouté 150 000 pounds. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première ligue quand même, ça. Bah écoute, c'est en tout cas un jugement très clément, hein, par rapport au geste en tout cas. Anglais le jugement. Ça c'est plutôt bien passé. Je n'ai jamais repris sa carrière. Oui, c'est ça. Et a perdu beaucoup d'argent aussi également du coup. T'as perdu ta voix, c'est pas le titre de Montpellier quand même qui t'a amené à tout ça. Le titre de qui? De Montpellier. Dans la place de la Handball? Pas au courant. handball. Moi, je ne suis que l'équipe de France et ça se passe souvent en basket. Là, il y a des titres importants. Et on va en parler bien sûr avec toi dans quelques instants. Lui et sa collection de lunettes et de maillots de bain à 200 boules sont attendus à Marseille en fin de semaine pour un événement historique. Oubliez la coupe aux grandes oreilles, sa Ligue des Champions à lui, c'est le Delta Festival, monsieur Erwan à votre aide. Mec, c'est la meilleure présentation que t'aies faite de l'année et Dieu sait qu'elles sont bonnes. Mec, lunettes de soleil, collection incroyable, maillot à 200 boules. Mes maillots valent 200 boules et qu'est-ce qu'il y a? Oui, je réussis dans la vie et évidemment que je suis très attendu au Delta Festival, mais je crois que le Delta Festival est encore plus attendu par mes collègues. Et la définition de péter dans la soie vient du coup de ces maillots. Et honnêtement, c'est pas surfait. Ouais. C'est très agréable. D'ailleurs, il va lancer une marque de slibard qui s'appelait Il y en a même pour les sourds. Tout attaché. On dirait tout attaché. Cette émission, parfois, on dirait les grosses têtes. Tu sais, il y en a un qui lance, l'autre qui reprend. C'est excellent, ça me plaît beaucoup. Notre troisième homme, lui, n'est pas superstitieux. C'est une qualité. Il a fêté ce week-end ses 30 ans avec un mois d'avance. C'est monsieur Joseph Ruiz. Ah oui, c'est vrai. Ça va, Il y a Jo? tout le monde qui me le dit. Tu le fêtes avant? Bah oui, je le fête avant. Exactement. Parce que je l'ai fêté avec certains qui, effectivement, étaient nés début juin. Couteau sous la Mais gorge, oui, c'est comme ça. Je vais le fêter 2 fois, vous savez quoi? Ouais, bah, c'est une bonne idée. 2 fois des cuites. La prochaine fois que je viens, par contre, invite pas ton pote qui m'appelle Captain America parce que j'ai très mal pris. cette histoire? C'est quoi ça? Toute la soirée, il me dit oh, Captain America et tout. Je te jure qu'au début, j'ai rigolé. La deuxième, je commençais à sourire. La troisième, je me dis je vais me battre. Et puis, Il s'appelle Esteban. Le mec de Sud Un Radio. journaliste à Sud Radio qui m'a dit Évidemment. 4 fois. En plus, il était bourré comme un coin. Il m'a dit Évidemment. Captain America. Faut toujours faire honneur à son employé. Hein. Bravo Esteban. c'est une ligne éditoriale. Le plus beau cul d'Amérique. Il régale. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, mais on l'aime bien, Esteban, mais effectivement, il peut Pas tout répéter ça, 15 fois les choses. Tes propos n'engagent que toi. Non, mais un garçon chômeur. Mais à devenir un ennemi de la First Team, visiblement, Stéphane. On verra sur un acte 2. Enfin, mon quatrième, bien sûr, est actuellement dans les starting blocks. J-4 avant le début du tour dans un été sans Coupe du Monde. Il sera, lui, la star de l'été. C'est une revanche quand on est fan de vélo, monsieur Polo. Arrête. Ouais, écoute, on est très excités. Ouais. Comme Joseph, on a fêté notre anniversaire en grande pompe ce week-end. Et maintenant, le regard tourné, j'allais dire vers le Tour de France, mais on a quand même une belle échéance ce week-end avant le Tour. C'est quand même le Delta Festival. Pensez un peu. Apparemment, ça se prépare. Hein. Pensez un peu à autre chose avant de se lancer dans un mois d'émission. Ah, il y aura des ça serait collabs très très utile, hein. Bien descendre. Oh non. Comment reprendre après ça, les amis, en vous parlant bien sûr du sommaire. On va bien sûr parler de Montpellier qui a remporté son premier Brennus de l'histoire, le dossier de la semaine. On essaiera de faire un petit conseil de classe justement sur cette saison 2022, le conseil de classe d'House of Sport. Il y aura le mot de Tom. Alors Tom, il est dans le déni en ce moment parce qu'il m'a dit c'est ma dernière chronique aujourd'hui. Alors j'étais un petit peu ému et tout. Je lui ai dit mais attends, mais c'est pas la dernière émission, donc faites-lui croire que c'est sa dernière chronique. Mais on l'attendra bien sûr au retour du Delta Festival avec une chronique forcément bien sentie, le quiz. Mais avant de débattre de tout ça, les amis, faisons le tour des popotes, voir ce qui a retenu votre attention ce week-end avec les news. Les news et une breaking news, mon Polo, c'est pour toi. Julien Alaphilippe. Julien, oh là, ça commence foot, mal. quoi, Oui, c'est vrai que ça la maison commence, des sports, quand même. ça commence très bien, Alors, quelques jours du tour. Julien Alaphilippe, lui, est forfait justement pour le Tour de France, mon Polo. C'est tombé là il y a quelques minutes. Ouais, c'était dans les rumeurs depuis hier soir et ce matin dans tous les médias un peu sérieux sur le cyclisme. Julien Alaphilippe a repris la compétition. On l'a vu ce week-end, notamment sur les championnats de France, en aidant son coéquipier Florent Sénéchal à devenir champion de France. Mais Julien Alaphilippe trop court et des choix très forts de la part de la Quick Step qui, en plus de ne pas amener Julien Alaphilippe
n'emmène pas du coup Florian Sénéchal, champion de France, qui n'était pas prévu à la base sur le tour, mais qui peut-être grâce à ce maillot tricolore et les bons résultats qu'il a fait ce week-end aurait pu peut-être mériter sa place. Et non plus, il n'emmène pas non plus Mark Cavendish. D'accord. Pareil, c'est des choix très forts de la part de Patrick Lefebvre et de son équipe, mais en soi, des choix qui s'expliquent parfaitement. Alaphilippe n'est pas à 100%. Alaphilippe devait peut-être se reposer. Il ne faut pas trop forcer. On a souvent tendance à dire ça, hein, tu sais, quand on a quelque chose qui nous fait rapporter de l'argent. Un champion du monde sur le Tour de France français, ça fait rapporter de l'argent. On a pris une décision très humaine, je trouve, côté Quick-Step, donc c'est très cool. Florent Sénéchal, lui, ira plutôt aussi sur la Vuelta, du coup, sûrement avec Julien Alaphilippe et Mark Cavendish pour d'autres objectifs d'ici la fin de saison. Une équipe de la Quick-Step où il y aura 3 Danois. On se rappelle que le Tour de France part cette année du Danemark. 3 étapes là-bas, avec les équipes Netflix qui seront cette année sur le Tour. Il y a peut-être aussi un petit choix un peu politique autour de ça. Mais voilà, l'information principale, c'est que notre Français, avec son beau maillot, ne sera pas sur le Tour de France. Mais c'est presque rassurant au vu de Oui. caramel qu'il a pris il y a 1 mois et demi. C'est ça? C'est clairement rassurant. Moi, je suis presque 2 mois. J'ai content. plus les dates en tête, mais dans ces il, eaux-là. il, il a eu, Non, je non, rappelle, il a eu une chute très lourde. Ah Il s'est ouais. cassé les côtes. C'est déjà un miracle qu'il soit remonté aussi vite sur un vélo. Ouais. On sait que le Tour de France est la course la plus dure au monde. Moi, ça me rassure un peu quand même parce que c'est un coup à l'envoyer au casse-pipe, là, un peu, Julien. À fond, hein, complètement. Et puis on l'a vu ce week-end, même s'il a été plutôt rassurant. On est loin du Julien Alaphilippe à 100%. C'est frustrant au vu de la manière dont est tracé ce Tour de France, qui a de très belles étapes qui pourraient lui convenir. Mais là, on n'est plus dans ces considérations-là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de le voir sur la Vuelta, vraisemblablement, une course qui lui convient parfaitement. On a beaucoup parlé ici. On se rappelle que Laurent Jalabert, avec un style à peu près similaire à celui de Julien Alaphilippe, a remporté déjà une Vuelta. J'ai toujours voulu voir Julien Alaphilippe, pourquoi pas, jouer le classement général sur une Vuelta. Alors, il sera peut-être pas à 100%, on aura le temps de voir d'ici là. Et surtout, le Tour de Lombardie et les championnats du monde avec un titre à défendre. Donc, ce sera très intéressant de voir sa fin de saison à Julien Alaphilippe et on l'espère à 100%. Par contre. Il n'a pas rapporté tous les maillots, Jalabert, c'est, je ne sais plus, 97. Il n'a pas fait possible. leader, sprinter, grimpeur. C'est possible, je ne voulais pas dire de bêtises, donc je vais pas Moi, je le m'avancer. vois, je sais qu'à un moment donné. Dites-tout dans le chat, Je les sais amis. qu'à un moment donné, dans ce tour-là, je ne sais pas s'il finit, mais il avait tous les maillots. C'est possible. C'est Peut-être un en milieu d'espoir. 95, faut vérifier. Et quand il ouais. gagne le Tour de la Vuelta, je sais qu'à un moment donné, il monte sur le podium et il n'y a Ouais. plus qui montait. Ah, En c'est 95, il y a le maillot vert, mais sur le Tour, si je dis pas de Non, mais là, bêtises. c'est pas la Oui. Vuelta. Et sur la Vuelta, il me semble qu'il fait Razia quand il la gagne. Ouais. Et je crois que c'est en 96 qu'il gagne la Vuelta. 95. 95, mais je pense que tu as bien raison. Je crois qu'il gagne les 3 maillots. Mais les gens dans le chat nous le confirment. Robin, voilà, qui nous dit apparemment vrai. Voilà. Je sais pas si. Culture vélo. Culture vélo, ouais, très Ah, bien. les Ouais, pauvres. Sur le Darwin. Back in the day, un peu Et, plus. Culture sport. et ouais, je dis juste un mot d'Alaphilippe. La décision, effectivement, je suis d'accord avec Paul, elle est humaine. Elle me rassure aussi, Erwan. Par contre, je la trouve inhumaine pour le coup pour le Florent Sénéchal. C'est dommage. Il y a un maillot tricolore à montrer pour le coup sur le Tour de France. C'est vraiment dommage, surtout qu'en plus lui il est du Nord et que cette année sur le Tour de France il va y avoir une étape sur les pavés. Il en est un spécialiste et elle arrive à Arambert, c'est-à-dire que c'est là où lui-même il vit. Et pour le coup, si Alaphilippe, je comprends, et c'est même bien, parce qu'il va pouvoir bien terminer la saison, potentiellement jouer les championnats du monde à 100%. Pour Florent Sénéchal, je trouve ça beaucoup plus dommage. Je pense qu'il avait sa place et il l'a montré sur le championnat de France. On n'en parle jamais, tu as tout à fait raison. C'est peut-être un des top 5 coureurs français. Je pense que Erwan et Tom, vous le découvrez aujourd'hui quand on en parle. Quand même, Paul. Oh, c'est déjà On vous en a déjà entendu parler quand même. C'est pas la première fois qu'on Attends. Quand j'ai vu le push sur les quais, je me suis pas dit, oh, un inconnu a gagné. Autant pour moi. Alors j'ai été mes 10 ans, mais c'est quand même un coureur qui n'est pas dans les plans de la Quick Step depuis plusieurs années pour faire le Tour. Il le sait cette année. Il a voulu performer avant pour un peu forcer la main, ça n'a pas suffi. Ça fait depuis 2017 qu'il n'a pas participé au Tour de France. Là, cette année, en plus, il aurait le maillot de champion de France sur les épaules. C'est un peu frustrant, mais bon, on n'est pas dans les considérations d'équipe de la Quick Step, donc on va l'attendre sur la Vuelta et sur la fin de saison. Il pourra se rattraper sur le Paris-Dakar. Sénéchal. Ça marche. Et là, elle est très très bonne. Un petit mot de. Toujours bon public, Manu, ça fait plaisir. ça, c'est sûr. Ça partira jamais. Un petit mot polo aussi, également de tennis. Wimbledon qui Je a. préférais parler de cyclisme, Manu. Ouais, je sais, mais justement, il y a aussi une grande compétition qui a commencé aujourd'hui, Wimbledon, qui a débuté sous la pluie. Une édition 2022 un petit peu particulière et singulière, mais pas pour une question de météo cette fois-ci. Ah ouais, très particulière, même à partir du moment où dans ta compétition, tu n'as pas les athlètes russes. Donc ça, c'est plutôt côté homme que ça pose problème avec Roublev, Medvedev et Karatsev aussi. Et ni les Biélorusses, donc notamment ce prive de Victoria Azarenka côté féminin.
Du coup, l'ATP et WTA ont décidé de ne pas attribuer de points pour les différents classements. Donc ça encore, ça fait toller. C'est un peu étrange, l'ambiance c'est un peu étrange. Ça a commencé aujourd'hui, il a flotté en plus sur Londres aujourd'hui, donc c'est déjà un peu le bordel. L'intérêt, ce sera de voir où en sont Novak Djokovic et Rafael Nadal côté homme. Rafael Nadal qui aborde ce tournoi en affirmant n'avoir plus mal aux pieds. Donc quid, pourquoi pas, d'un 23e titre du Grand Chelem pour le Mallorquin. À voir quand même, parce que face à lui... Mais quel est son secret? Ne me relance pas sur le sujet, Erwan. Face à lui, il aura quand même Novak Djokovic. Djokovic qui est triple tenant du titre à Wimbledon, qui a gagné 5 des 7 derniers tournois à Londres. C'est quand même le grand favori, même si c'est quand même compliqué pour lui depuis presque un an. Sa défaite à l'US Open, pas possible pour lui de pratiquer l'Open d'Australie. Et derrière, Roland, une petite désillusion aussi avec la défaite en quart. Il n'a plus rejoué depuis, mais c'est quand même le grand patron depuis Federer. Même pendant Federer, c'est lui devenu le grand patron de Wimbledon. S'il gagne une 4e fois d'affilée, il rejoindrait Federer, Björk et Sampras dans ce petit club des gens qui l'ont gagné 4 fois d'affilée. Ce sera tout l'intérêt, je pense, de cette édition côté homme, de voir qui va mieux s'en tirer entre Nadal et Djoko. On se rappelle que les deux se tirent la bourre pour les grands chelems au total. Nadal a repris 2 grands chelems d'avance avec la victoire en Australie et à Roland-Garros. Djokovic qui aura à cœur de tenter de le rattraper. Exactement. Côté féminin aussi, un petit mot avec le retour de Serena Williams. Pareil, qu'on n'a plus revu Ça, c'est une belle attraction. depuis Wimbledon. Patrick Mouratoglou l'a quitté plutôt pour aller entraîner Simona Alep. Mouratoglou était avec elle quand même depuis 2012. Je pense que d'après les journalistes, ça lui a mis une petite piqûre de motivation, à voir dans quel état elle rejoue. Mais on connaît le cyclisme féminin, mais le tennis féminin, c'est quand même assez ouvert. Ce serait quand même intéressant de voir où se situe Serena Williams, mais à mon avis, comme le disait Marion Bartoli, si elle participe, c'est qu'elle a peut-être une petite idée derrière la tête, celle de remporter un nouveau titre à Wimbledon pour l'américaine. Pour reprendre 2 points d'avance sur Djoko, parce qu'on rappelle que c'est elle qui est à 23 et Djoko Nadal est à 22, même si quand même Swiatek, on va la suivre à fond. Et justement, c'est ce que j'allais dire, il va y avoir quand même un choc un petit peu des générations entre Swiatek et Serena Williams. Ça risque d'être passionnant, en espérant que Serena est très très loin, bien sûr, dans ce tournoi. Tom, je me retourne vers toi justement, parce qu'à 2 ans des Jeux Olympiques parisiens, les Français sont championnes du monde de basket 3v3, et en plus vous avez eu l'occasion de le commenter avec Erwan et vous l'avez fait de fort belle manière, les gars. Vous êtes d'ailleurs salués dans le chat, les gens ont passé un super moment. Parlez-nous déjà, les gars, un petit peu de cette expérience du basket 3v3, puis après on rentrera un peu précisément dans justement le sacre des Français. Oui, absolument, tu l'as dit, tu as parlé des JO, le 3 contre 3 basket est donc une discipline olympique depuis les JO 2020 à Tokyo, passé en 2021. L'équipe de France avait malheureusement perdu, l'équipe de France féminine avait perdu pour le match de la 3e place. C'est une discipline en plein essor, elle a une dizaine d'années. Le concept est assez simple, c'est des longues journées avec un enchaînement de matchs, avec une ambiance, de la musique, ça se joue en extérieur avec un ballon spécifique, avec des règles évidemment spécifiques, vaut mieux vu que c'est un demi-terrain, mais surtout c'est hyper fun, hyper rythmé, c'est vraiment un sport d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, un sport que tu peux consommer archi rapidement. Hier sur l'équipe, la chaîne L'équipe et l'équipe live, on a battu des audiences carrément pour cette discipline, parce que tout le monde s'est pris d'amour en fait pour les équipes de France. Évidemment, c'est mieux quand ton équipe va loin, mais le sport en lui-même est un truc super kiffant, c'est facile à comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir joué au basket pour se dire je peux m'y intéresser. Donc on a passé une semaine incroyable, clairement, avec les gars. On a pu continuer à découvrir des talents, découvrir des joueurs, découvrir des équipes. C'est la Serbie côté garçon qui a gagné un 4e titre de champion du monde. C'est clairement la meilleure nation au monde. Et chez les filles, effectivement, on a créé l'exploit en battant les Canadiennes en finale. Franchement, elles ont été extraordinaires. Regarde, on voit la photo derrière toi. Elles ont dominé cette compétition malgré une défaite en poule face à Team USA, mais à partir du moment des 8e de finale, elles ont assuré, elles ont dominé tous leurs matchs, à part celui contre l'Espagne qui s'est fini en prolongation déjà. Voilà, c'était une compétition fantastique et elles ont été exceptionnelles. Franchement, Kerwan, on était là comme des malades. Mais la preuve, j'ai plus de voix. Oui, c'est vrai. C'est passé un truc la semaine dernière. Mais voilà, franchement, je conseille à tout le monde d'aller s'intéresser, de regarder ces matchs en replay, pourquoi pas, si certains l'ont pas vu en direct. Même si je sais que tout le monde l'a regardé en direct. Oui, c'est extraordinaire. Bien évidemment. Petite question, les gars, elles viennent d'où ces filles justement de l'équipe de France 3v3 ? Est-ce que c'est des filles qui font par exemple carrière dans le basket entre guillemets traditionnel ? Est-ce que ce sont des filles qui n'ont pas pu faire carrière, qui sont parties justement dans ce truc spécifique ? Qui sont les joueuses de l'équipe de France ? Toutes les filles jouent en Ligue féminine, donc la première division française.
Et certaines même ont été appelées en équipe de France 5-5. Marie-Ève Paget, par exemple, il y a eu des problèmes à la main au mois d'octobre pour les premiers matchs de Jean-Aimé Toupane. Elle avait été appelée pour le match en Ukraine et le match à domicile à Lille face à la Lituanie. Laetitia Guapo, elle joue à Bourges, par exemple, tu vois. Donc Marie-Ève Paget, elle joue à Basketland. Elle a gagné la Coupe de France. Laetitia Guapo, qui a fini meilleure joueuse du tournoi, donc c'est pas rien. Elle est championne de France en titre avec Bourges, elle a gagné l'Eurocup. Hortense Limousin, elle joue à Concarneau, c'est ça? Tout à fait. Concarneau. Elle joue en Landerneau. Concarneau. Concarneau. C'est bien, mais c'est mieux pour aller manger les moules. Landerneau et la dernière, Djikundade, qui vient de signer à Lille. Voilà, donc c'est des filles, contrairement aux garçons, qui jouent toutes dans l'élite du basket français. Chez les garçons, il y a un seul joueur qui joue en première division, c'est Léo Cavalière. Ensuite, il y a Antonito qui joue en Pro B, mais qui a fait la majeure partie de sa carrière quand même dans l'élite. Et ensuite, il y a deux joueurs qui jouent en National 1. C'est Franck Seguela et Alex Villaré. Donc chez les garçons, c'est un peu... Parce que il y a les garçons, c'est compliqué, c'est plus compliqué de se mettre en 3-3, ça demande des efforts autres j'imagine. Mais en tout cas, chez les garçons, on va chercher des mecs jusqu'en National 1. Chez les filles, c'est inimaginable pour l'instant de voir des filles qui jouent en 3e div, du 3-3 à ce niveau-là. Et justement, moi, en fait, effectivement, j'ai regardé un peu pour vous écouter et découvrir le 3-3. En fait, ça me fait un peu penser à ce qui se passe dans le rugby avec le rugby à 7. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, le sport important, on va dire, de base, c'est le rugby à 15. Et de temps en temps, je me fais un peu de rugby à 7 parce que je trouve que c'est noble et qu'il y a un peu plus de rythme. Quoi. C'est aussi une discipline olympique, le rugby. Exactement, énormément de c'est une rythme. discipline olympique. Incroyable. C'est d'ailleurs, les mesures du terrain, c'est les mêmes? Oui, c'est exactement les mêmes. Pas de mêlée, évidemment. Mais c'est exactement, c'est bien le parallèle que tu fais parce que c'est exactement le même principe. Ce que peut-être les néophytes du rugby trouvent chiant dans le rugby, c'est les mêlées. C'est les temps, les balls, les rucks, etc. Ces moments où, tu comprends pas trop. Dans le rugby à 7, dans le rugby à 13 aussi, c'est tout l'inverse. C'est que du rythme, que des envolées incroyables et justement pas ce côté, on s'arrête, etc. Donc c'est plus fun. Et ce que je trouvais extrêmement dommage, c'est que certains disent, mais l'avenir du rugby, c'est le 15, l'avenir du rugby, c'est le 7. Pour moi, en fait, il faut juste savoir, en termes de calendrier, faire cohabiter les deux. Et je pense que l'un a besoin de l'autre, en fait. C'est juste que des fois, tu n'as pas toujours les mêmes envies. Des fois, tu as envie de voir du rugby à 15, des fois du rugby à 7. Il faut juste que les diffuseurs et que les instances dirigeantes soient capables de faire cohabiter les deux. Quoi. Pour le coup, il n'y a pas de souci, c'est la FIBA qui gère les compétitions internationales du 3-3 ou du 5-5. Donc voilà, l'évolution qu'on pourrait voir, c'est pas tant dans l'organisation, etc. Parce que ça, franchement, c'est déjà top niveau, tout ce qui se passe autour. Non, c'est effectivement la montée en puissance des joueurs présents. Pourquoi pas un jour avoir pour Team USA 4 joueurs de NBA? Bien sûr. Au vu en vue des JO même, ça peut être... Absolument. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas parce qu'il y a des sélections, il y a des tournois aux États-Unis, etc., etc. Mais un jour, on peut imaginer qu'un bête de joueur, un All-Star, pourquoi pas, je vais loin, mais en tout cas des joueurs NBA arrivent du côté de Team USA, ou pourquoi pas dans les autres équipes. Et là, effectivement, le niveau montrait d'un cran. J'ai une question pour vous, les gars, et vous qui êtes très proches des joueurs 3-3 et machin. Je me dis, pour un mec comme Léo Cavaliere, est-ce qu'il n'y a pas un temps d'adaptation un peu compliqué, ou est-ce que quand tu es joueur de 5-5, au vu des règles, du règlement, la possession, les rebonds, les règles sur les rebonds et tout, tu prends vite le pli? Faut s'adapter. Je pense que t'as un temps d'adaptation, mais Léo, pour le coup, c'est un mec qui aime le charbon. Donc lui, quelque part, faut aussi dire que dans le 3-3, on laisse beaucoup, beaucoup plus jouer que dans le 5-5. Et derrière, on a assisté à une prolongation entre les Belges et les Français. À un moment donné, les arbitres ont dit, OK, mais ça se passe entre vous, nous on siffle plus. Il y a eu des actions. Il y a des actions incroyables. Donc je pense que pour Léo, mais tu as raison, je pense que déjà, il faut s'adapter rien qu'au niveau de l'impact physique. On laisse beaucoup jouer toutes les fautes de corps, les antennes. Pareil qu'il y en a qui se sont déjà battus pour savoir qui aurait le droit de s'asseoir sur le banc, mais c'est pas sur cette compète-là. Ah, sur la chaise? Ouais. T'as qu'une chaise, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. S'ils se battent, c'est qu'ils n'ont pas dû aller bien loin dans la compète. S'ils se battent pour savoir qui doit s'asseoir. Non, mais c'est une bonne question, tu as raison, parce que quoi qu'il arrive, il y a ce temps d'adaptation. Après, il y a un truc évident, c'est que tous les joueurs qu'on voit à la Coupe du Monde ont déjà joué des compètes avant. Donc Léo Cavaliere, par exemple, a déjà gagné l'Open de France avec son équipe. Donc voilà, il y a personne qui arrive un jour et dit on va jouer, parce que sinon, effectivement, tu peux clairement te faire avoir. Là, les filles, c'est les Canadiennes, elles n'ont eu que 2 semaines pour se préparer à tout ça. Donc du coup, ok, t'as 2 semaines, t'as une saison de très haut niveau à jouer, puis derrière tu t'adaptes.
Après, les joueurs sont tellement forts, a priori, qu'ils s'adaptent rapidement. Mais tu vois, un mec comme Alex Villaret, qui n'est que en N1, je mets des grands guillemets évidemment, lui, c'est un habitué du circuit. Ouais. C'est le capitaine de l'équipe et il est là aussi pour driver tout ça parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de coach. Les coachs sont dans les tribunes, comme au tennis, et que c'est de l'autogestion pendant tout le match. Donc, on entend les temps morts et c'est vachement intéressant. D'accord. Bah écoutez, merci en tout cas, les gars, pour vos super commentaires déjà. Et on a hâte déjà de vous retrouver sur France Télévisions. On peut l'annoncer pour les Jeux Olympiques 2024. Thomas Dufranc, Erwan Abotret. Et peut-être été élu à la tête de la grosse machine. Hein. Et voilà, c'est l'autre information que je pourrais vous officialiser dans les jours qui viennent, en tout cas. Mais c'était un régal. On reste sur le basket, Erwan. 3e titre consécutif pour l'Asvel en Betclic Elite, dans une très très belle finale contre Monaco. Hein. C'était la finale qu'on attendait, honnêtement, le match rêvé entre les deux grosses écuries de cette saison. Ils se sont retrouvés en finale et donc tout s'est joué sur un dernier match à l'Astrobal dans une salle remplie et ça s'est joué dans les dernières minutes. Après prolongation, Elie Okobo a eu le lancer pour le titre. Il l'a raté, il y a eu une prolongation. Allez, tant mieux pour nous. Et derrière, l'Asvel plus collective. Voilà, on a l'impression que c'est sur le collectif que l'Asvel a réussi à s'imposer sur la durée. Monaco, on sait que c'est beaucoup de joueurs très forts individuels. On a un peu plus de mal à se passer la balle. Et quand les superstars ne sont pas dans des grands soirs d'adresse, on a vu que c'était un petit peu plus compliqué. Alors honnêtement, ça se joue à rien. Tu perds au match 5 après prolongation. Mais voilà, c'est le 3e titre d'affilée pour l'Asvel. C'est un titre aussi pour le frère de Tony Parker, TJ Parker, qui a une année un petit peu compliquée, avec beaucoup de blessés notamment, et qui vient gagner ce titre, lui, qui a signé 3 ans. Donc voilà, c'est bien ce que fait l'Asvel. On a vu Monaco briller en Euroleague cette année avec un quart de finale. Ils étaient pareils aussi à un match. Encore une fois, ils ont perdu en 5 matchs pour aller au Final Four. Ils perdent en 5 matchs pour être champions. On va voir ce que va faire Monaco l'année prochaine. On sait d'ores et déjà, je crois que j'ai vu passer l'info qu'Elie Okobo rejoignait Monaco l'année prochaine. C'est ce qui se murmure un peu plus que murmuré d'ailleurs. Maintenant, on va voir au jeu des transferts un petit peu parce que c'est des équipes qui ont les plus gros budgets de France. Et puis on espère surtout que l'année prochaine, on pourra voir côté Asvel un Victor Wembanyama qui restera à l'Asvel, pas en civil, et qui normalement devrait faire une année complète avant d'être drafté. Et on espère que le projet de l'année prochaine autour de l'Asvel tournera beaucoup autour de Victor. On en est où des rumeurs de transfert autour de... Ça s'est un peu calmé. On parlait beaucoup de Paris Basket ou de rejoindre le Valois avec Vincent Collet. Les Metropolitans, maintenant. Mais je crois que les discussions avec l'Asvel se sont un peu calmées et que Victor devrait pour l'instant rester à l'Asvel. Voilà. Un petit mot juste très rapidement pour vous relancer, les gars. Vous avez eu l'occasion de suivre cette saison de Betclic Elite. Tu l'as dit, il y a 2 épouvantails, Monaco et l'Asvel. Est-ce que justement ça peut un peu redynamiser ces deux emblèmes? Est-ce que ça peut redynamiser l'attrait du public pour la première division de basket en France? On n'a peut-être jamais eu 2 équipes aussi fortes dans l'histoire du championnat. No offense aux équipes qui ont dominé, mais c'est les 2 plus gros budgets de l'histoire du championnat. 2 équipes d'Euroleague, 2 équipes qui ont même du potentiel pour aller loin, là, avec Monaco évidemment. On a des stars américaines, des stars françaises qui jouent dans ce championnat. Ouais, t'as raison, il faut en tout cas y croire à fond, puisque on sait que le basket français, le championnat de France traverse une petite crise. Cette année, finalement, Beansport a récupéré les droits et a pu retransmettre les matchs, mais t'es dans un creux, t'es sous le creux de la vague là, donc il faut arriver à rebondir. Et quoi de mieux que d'avoir des vraies locomotives et une vraie rivalité, parce que on parle de rivalité. L'année prochaine, Monaco va peut-être enfin aller décrocher ce premier titre de leur histoire, parce que c'est ça qu'ils cherchent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup d'autres équipes autour, des équipes malheureusement mal en point, je pense à Pau, mais il y a d'autres équipes qui ont l'aspiration d'être un jour des équipes qui comptent, que le Paris Basket dont parlait Erwan. Donc voilà, en tout cas le championnat est super kiffant, il y a plein de choses à raconter, il n'y a plus qu'à maintenant, il faut se lancer. Écoute, voilà en tout cas une bonne nouvelle pour notre basket français qu'on retrouvera l'année prochaine. Joseph, je me retourne vers toi, il y avait aussi également les mondiaux de natation, qui se sont terminés mais qui ont surtout marqué la renaissance de la nage française. Est-ce que tu es d'accord sur cette idée? Oui, parce que je ne sais pas si les derniers mondiaux on en avait beaucoup parlé. Donc je suis content qu'on ait la possibilité d'en parler dans la Sport, parce que effectivement, on s'était quitté sur des JO qui avaient été catastrophiques, tout simplement. Une seule médaille pour les Bleus avec un Manodou, et on se dit si Manodou peut-être était resté en handball en N2, peut-être qu'on aurait fait 0 médaille. C'est pas faux. Bonjour à Flo en tout cas. C'est assez dingue. Heureusement qu'il est revenu et qu'il nous a sauvés d'une catastrophe, tout simplement, et de la honte, même si la honte était quand même un peu présent. Alors effectivement, déjà peut-être qu'on va parler d'un nom dont tout le monde a entendu parler, c'est Léo Marchand. Léo Marchand, il vient d'avoir 20 ans. Voilà, il vient d'avoir
d'avoir 20 ans le 19 mai. Pardon. D'accord. Donc vraiment, il est tout jeune, on le voit, il a une gueule tout jeune. Peut-être que vous l'avez vu sur les plateaux télé, mais il a l'air très calme. Et d'ailleurs, effectivement, Léon Marchand, donc il est champion du monde du 404 nage, champion du monde du 204 nage et vice-champion du monde du 200 mètres papillon. On rappelle, le 204 nage, c'est donc pas abdos, bras, crawl, tout simplement. Et effectivement, 400 mètres, c'est des disciplines qui sont assez nobles dans la natation. Et ça a été une vraie révélation, pas que en France, hein. Ça a été une vraie révélation mondiale parce que, alors lui, il est sur une courbe de progression absolument hallucinante. Il vient d'exploser son record sur 404 nages de près de 5 secondes. Et après, il y a le comparatif face aux autres monstres de cette discipline. Et quand on parle de natation mondiale, forcément, on parle de Michael Phelps. Et il s'est rapproché à une demi-seconde du record du monde de Michael Phelps. Pour dire à quel point. Oui, ça a précisé la semaine dernière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est. C'est déjà voilà. bonnes... Des fois, les mots sont un peu galvaudés. Pour le coup, je pense on tient là en France un phénomène. Quoi. Un futur porte-drapeau. Mettre en flamme un peu. Alors, il a tout de suite. Belle promesse. Non mais oui, et donc du coup, au-delà de Léon Marchand qui fait donc 3 médailles au final, on a une équipe de France qui fait 8 médailles en tout. On a Maxime Grousset qui a 23 ans, qui en prend 2. Marie Vatel qui a 25 ans, qui en prend 1. Analia Pigré qui a 20 ans. Et Mélanie Hennig qui est un peu plus âgée, qui est un peu la fin de la génération, qui a 29 ans et qui en ont pris une chacune. Et on peut même y rajouter Johan Endoy-Brouard qui a 21 ans, qui n'a pas pris de médaille, mais qui est vraiment passé pas loin en termes de chronomètre. Cette génération-là, en fait, on l'avait entrevue aux Jeux Olympiques, mais elle était vraiment jeune et on avait vu vraiment qu'en fait, qu'il y avait un trou générationnel surtout. Et là, c'est un peu rassurant. Maintenant, sur ces championnats du monde-là, il faut le rappeler, il n'y avait pas les Russes, par exemple, qui font partie des meilleurs nageurs mondiaux. Et donc, leur absence a permis à certaines éclosions. Et après, il y a pas mal de podiums et de médailles qui ont été acquis à très, très peu sur les chronomètres. Elles sont là. Mais voilà, faut pas s'enflammer. On voit qu'on a des jeunes qu'il faut peut-être pas cramer. Faut pas en attendre non plus des trucs incroyables. Et notamment quand on parle de Léon Marchand, c'est vrai que c'est un phénomène. Mais voilà, il est parti aux États-Unis. Il a fait des choix risqués. Il est entraîné justement par Bob Bowman, qui est l'entraîneur de Michael Phelps. Donc, il est parti dans l'Arizona. Et donc voilà, on a potentiellement une génération hyper intéressante. Maintenant, je ne parlerai pas de génération dorée, parce que la génération dorée qui nous avait apporté des médailles exceptionnelles à Londres notamment, pour atteindre ces niveaux-là, il va falloir quand même énormément de travail. Mais je pense que Léon Marchand est une belle figure sportive et potentiellement médiatique. Quand on voit la facilité avec laquelle il s'exprime dans les médias, ça me rassure, disons. Voilà, belle locomotive, on va dire. Voilà en tout cas quelques bonnes nouvelles à 2 ans des Jeux Olympiques, les gars. Parce que c'est vrai que on se rappelle de l'après-Tokyo, on se disait il y a des points d'interrogation dans beaucoup de disciplines. C'est bien quand même qu'il y ait un rebond, même si tu l'as dit, en effet, il s'agit d'une jeune génération qu'il faudra suivre en tout cas dans les années à venir. Un petit mot, les gars, de moto. On attendait Quartararo et ça a été un petit peu Qatararo, comme l'a titré notamment l'équipe. Aurait pu l'imaginer First Team. Le MotoGP qui faisait étape du côté d'Assen aux Pays-Bas, c'était ce week-end. C'est l'un des circuits préférés justement de Fabio Quartararo. Là où il avait notamment giflé la concurrence la saison dernière. Il partait 2e sur la grille, derrière en plus Bagnaia. Et il n'est pas tombé, il a gagné ce week-end. Ouais. Je vous spoil tout de suite, je vous le dis tout de suite. Et surtout, on le sait, Assen, c'est un tracé où notamment le moteur de sa Yamaha ne devait pas être un point faible pour Quartararo. Au warm-up, Quartararo avait en plus le warm-up, c'est ce qui se passe le dimanche matin, les derniers tests avec la moto. Il avait un très bon rythme qui devait au minimum lui offrir le podium. Malheureusement, le champion du monde a confondu vitesse et précipitation. Vous l'avez vu notamment avec cette attaque mal maîtrisée sur Espargaro qui a mis les 2 hommes au tapis. Quartararo se relève, mais sa moto a vraiment beaucoup de dégâts. Il dira après la course justement que c'était une erreur de débutant. C'était au micro de Canal+, qu'il a déclaré ça. Regardez, il a attaqué vraiment de manière trop prématurée, en tout cas la moto qui se couche devant Espargaro. À ce moment-là, on est un petit peu déçu parce qu'il avait dit à la presse vendredi que pour être champion du monde, il faut être patient. Il a montré tout sauf de la patience à travers ce move, un move qui va lui coûter notamment un long lap. Ce sera pour la prochaine course à Silverstone le 7 août. Exactement. C'est une route en plus, un virage en plus, on va dire, qui est étroit, où tu es obligé d'aller à très très basse vitesse et ce qui va sans doute lui faire perdre en tout cas quelques places et du temps
temps au prochain Grand Prix en Grande-Bretagne. Il repart à l'heure dernier. Là, c'est les excuses de Quartararo, bien sûr, avec Aleix Espargaro. Ça a beaucoup plu aux fans de MotoGP, ce geste de fair play. Ce qui lui a beaucoup plu aussi, c'est qu'à côté de Espargaro, il y avait son fils, et son fils est fan de Quartararo. Il lui demande toujours des photos, des autographes, etc. Donc c'était la petite scénette assez rigolote, et l'esprit aussi également MotoGP qui aime beaucoup les fans de sport automobile. Malheureusement pour Quartararo, après cet incident, donc je vous le dis, il va repartir. Il est obligé de conduire avec une moto qui est très abîmée. Il repart surtout dernier. Il va surconduire un petit peu. Et malheureusement, 12e tour, virage 5, Quartararo perd l'arrière. Il est éjecté de sa machine. Et alors, je vais vous dire, la chute, elle est assez violente. On va peut-être la voir justement en image là dans quelques instants. Et on a eu un petit frisson parce que lorsqu'on l'a vu tomber et surtout voir son dos heurté par la moto, on s'est demandé si justement il n'allait pas en sortir un petit peu blessé. Finalement, il en sort indemne, mais avec beaucoup de frustration parce qu'il voit déjà Bagnaia l'emporter avec 2 courses. Bagnaia l'emporte pas, excuse-moi, après 2 courses où il n'avait marqué aucun point. Mais surtout, Aleix Espargaro revient à 21 points du Français au championnat du monde. Il en avait 34 d'avance avant cette étape justement néerlandaise. Puisqu'on parle des Français, week-end un peu compliqué, puisqu'on rappelle que Johan Zarco était en difficulté lui aussi tout le week-end. Regardez, ça c'est la chute de Fabio Quartararo. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il prend le virage 5, 12e tour, et vous allez voir, c'est l'arrière de la moto qui déchappe complet. C'est juste après, voilà, juste avant. Et regardez, hop, il est éjecté. Oh, il est éjecté et avec un petit choc justement de la moto dans le dos. Regardez un petit peu. Le coup de retour. C'est toujours impressionnant. Et, voilà, et là, tu ne peux rien faire. Et on s'est demandé, en voyant cette image-là, justement, s'il n'était pas blessé, il est bien indemne, notre ami Fabio Quartararo. C'est quand même une excellente nouvelle. Malgré tout, Fabio Quartararo, je vous le disais, Johan Zarco, en difficulté lui aussi également tout le week-end. Il n'avait pas de rythme. Et surtout, en partant, il partait très très loin sur la grille. Il s'est un temps battu pour la 9e place, mais il a dû lâcher et terminer 13e. Et puisqu'on parle de sport automobile, un sport dont on n'a pas parlé de l'année, les gars, c'est juste un petit mot très rapide. Sachez qu'en rallye, en WRC, c'est Rovanperä, la toute nouvelle petite merveille du rallye, qui s'est imposée pour la 4e fois. C'était ce week-end au rallye du Kenya. Malgré la présence de Sébastien Ogier et de Sébastien Loeb, qui ont terminé respectivement 4e et 8e, le successeur désigné des 2 légendes françaises qui comptent désormais 65 points d'avance sur Thierry Neuville. Bref, ce gamin va nous régaler. Et on a Gary, par contre. Gary. Oui, pardon, c'est vrai, t'as raison, Gary Neville. Et voilà, donc en tout cas, ce gamin-là va nous régaler. On a hâte déjà de le voir peut-être sur le prochain rallye face au Tour de France. J'ai une question pour toi, Manu. Tu parlais de Loeb et Ogier. Comment ça se passe en WRC? Ils ont des wildcards pour faire des Grands Prix, ils font des morceaux de saison, ils font des saisons entières, parce que pour le coup... C'est vrai que ça c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est vrai. L'homme a gagné. Sébastien Ogier a décidé de faire le rallye de Monte-Carlo, il a gagné. En fait, si tu veux, ce qui peut se passer, c'est que tu as des écuries officielles qui peuvent engager une troisième voiture à certains moments. Donc c'est comme ça que Sébastien Loeb et Sébastien Ogier peuvent s'inscrire. Et tu as des équipes satellites aux équipes officielles qui peuvent leur permettre de faire quelques piges comme ça. Bien évidemment, ils ont marqué l'histoire de leur sport, donc ils ont en effet pas une sorte de wildcard, mais c'est un petit peu différent. C'est une sorte d'invitation entre guillemets. C'est eux qui font leur programme à la carte. On sait que c'est des garçons qui sont engagés aussi sur d'autres compétitions. On pense à Ogier notamment en endurance. Donc voilà, c'est histoire de garder un petit peu, la main et la présence sur le WRC. On rappelle que le départ d'Ogier et de Loeb, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour cette discipline, bonne nouvelle pour la concurrence, mauvaise nouvelle pour la discipline qui manquait un petit peu justement de porte-étendard. Même si là, avec Rovanperä, vraisemblablement, on a trouvé le futur crack pour quelques années, les amis. Voilà. L'image de... Oui, vas-y. Avant d'aller sur l'image de la semaine, je voulais vous parler d'une histoire. Je ne sais pas si vous l'avez entendue, mais c'est une histoire vraiment qui va vous régaler tous. Ce week-end avait lieu les championnats de France d'athlétisme. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et il s'est passé quelque chose. Saint-Gélier était extraordinaire aussi. Tout à fait, mais écoute cette histoire. Il y a eu une agression. Il y a eu l'histoire de l'agression. Wilfried Apio, donc sur 400 mètres haies, s'est chauffé juste avant la finale du championnat de France. Jusque-là, rien d'incroyable. Et là, tout d'un coup, il y a un mec qui est rentré sur le terrain d'échauffement. Il est arrivé face à Wilfried Apio, patate. Il lui a cassé la gueule. Il lui a cassé la gueule. On va regarder la photo, j'espère que Tom a pu la trouver. Mais regardez comment Wilfried Apio a dû courir cette finale du championnat de France. Et il a couru derrière. Il a tenu à courir. Non seulement il a couru, mais il a gagné. Il est champion de France avec un chrono de 48,57, ce qui lui permet de faire les minima pour aller aux mondiaux aux États-Unis. En plus de ça, c'est son record en carrière. Incroyable histoire. Il a 23 ans, c'est aussi pour ça. Mais j'espère que Tom va nous montrer la photo parce que ça nous rappelle évidemment une histoire incroyable de Tony Harding.
Harding. À chaque fois, je dis Harping, je sais pas si C'est t'as pas remarqué. grave, c'est pas grave. Regarde l'état du mec. Oh la vache. Je sais pas pourquoi je dis toujours Harping, c'est à cause du joueur du Jazz. Histoire incroyable donc, Wilfried Apio qui réussit l'exploit alors que tout le monde est sur le cul de cette affaire, hein, évidemment. On n'imagine pas les athlètes s'échauffer pour des finales de championnat de France, se faire agresser de la sorte. Alors apparemment, au vu des dernières histoires, ce serait le pote d'une fille avec qui il s'entraîne, le frère. Voilà. Apparemment, il y a une histoire avec une fille et un gars qui serait venu en mode vengeance. Mais bon, voilà, c'est des histoires qu'on n'aime pas, mais c'est l'histoire qui arrive malheureusement aussi dans le sport de haut niveau. Je préfère que ça arrive à un mec qui court plutôt qu'à un mec qui lance, quoi. Parce que avec un seul œil, Effectivement. Bonne analyse. La stat est ouf de dire que derrière, tu fais ton record en carrière. Exactement. Incroyable. Exactement. On peut finir aussi peut-être avec juste j'allais dire nos amis, non, c'est pas nos amis, c'est Marca, la une de Marca. Bah justement, c'est l'image de la semaine. pardon. C'est la première image de la semaine. C'est quand même. Justement. C'est le bon goût du jour. On va l'appeler comme ça, mais sans sourire et on va surtout rester sérieux. Africa Power, et dans le sous-titre, il est écrit dans Marca que le Real Madrid a commencé une nouvelle politique de signature portée sur les joueurs africains. Alors si on regarde d'un petit peu plus près, on a bien Karim Benzema, on a bien David Alaba, on a bien Ferland Mendy, on a bien Kamavinga, Tchouaméni et Rudiger, tout à fait. Et tu as lu le petit mot en plus. Il dit qu'ils ont déjà fait ça. C'est ça. Ils avaient déjà fait ça à l'époque avec Tara, Makelele, etc., etc. C'est hallucinant, les gars. Vraiment, sans rire pour. Alors, tu sais ce que ça m'a rappelé ? Ça m'a rappelé, tu sais, au lendemain de la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Je crois que c'était le Corriere della Sera. C'est pas exactement. Oui, d'accord. Tu vois ? Mais c'est pas le même but. Je vais pas les défendre, évidemment. Les Italiens à l'époque avaient dit bravo à l'Afrique, c'est l'équipe de France d'Afrique qui avait gagné. Exactement. C'est pas exactement ce qu'ils essaient de dire. Alors, complètement. Je sais pas pourquoi ils sont allés là-dessus, mais l'idée de dire bravo à l'Afrique pour des joueurs qui sont nés en Europe et qui ont. Aucun joueur qui joue pour une équipe africaine. Si ça avait été Mané, Salah, etc., bon, on aurait dit oui. Je crois qu'il y en a un qui est entier en plus. Enfin, je sais plus. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'aller sur un truc pareil. Et la une en haut là, le truc, non, mais Barbies, c'est une histoire. C'est une histoire complètement dingue. Je sais pas, vous avez dû voir l'image, cette histoire-là en natation synchronisée. C'est Anita Alvarez qui s'est donc évanouie pendant son concours et qui était au fond, qui allait crever, et son entraîneuse du coup a plongé, est allée la sauver. Les images sont complètement dingues, les photos, et heureusement qu'elle était là. Et du coup, la voir recracher vraiment l'eau, et les images sont complètement folles. Et en fait, elle est connue désormais un peu plus, mais elle est elle est double championne olympique, je crois. Enfin bref, elle a un palmarès incroyable, mais image et histoire complètement dingue. Histoire complètement dingue, mais ouais, en effet, c'est. Les sauveteurs, regardez comme ça. Mais en tout cas, pour revenir sur cette une de Marca, moi, j'arrive pas à comprendre quand même que des journalistes aussi sérieux. Alors, on sait que parfois, là, voilà, la superbe image. Incroyable. C'est incroyable, c'est fou. Les trois images. On est passé à côté d'un drame. Exactement. Mais bon. Pardon, tu veux dire quoi? Non, mais je trouve que c'est quand même dingue. On sait qu'ils sont coutumiers du fait de certaines unes un peu tapageuses, mais là, quand même, franchement, les gars. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pour nous faire parler tous, non? Oui, c'est vrai que le buzz est réussi. Tellement improbable là-dessus qu'il n'y a pas un joueur. Pourquoi ils n'ont pas mis Rodrigo, Vinicius et tout ça? J'ai pas l'impression que les Africains soient hyper choqués de cette image-là, par contre. Non, c'est sûr. Mais après, le problème, c'est que oui, effectivement, ils ont des origines africaines, mais c'est d'accord, point. Mais c'est pas une politique de recrutement de la part du Real Madrid. Pourquoi pas alors? Je sais pas. Pourquoi pas alors? Écoute, faut lire l'article. Mais pourquoi pas au-delà mais je pense que les mecs sont pris. Les mecs sont pris parce qu'ils sont bons, parce qu'ils rentrent dans un certain profil. Je suis pas sûr que quand Karim Benzema signe au Real Madrid, on se dise bah tiens, Afrique terre d'avenir, etc. Machin, on va prendre Karim Benzema. Enfin, ou alors je suis peut-être naïf et peut-être un peu. Qu'est-ce qu'avait dit Laurent Blanc? Oui, c'est vrai. Ce genre de dossier, moi, je le vois pas vraiment comme. On peut choisir de le voir d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Je pense que les Africains que j'ai lus un peu partout et les réactions que j'ai vues, c'est plutôt bah oui, effectivement, ils sont africains et nous on est plutôt contents de voir cette une-là qui prouve que on a les enfants de nos parents effectivement qui ont immigré et qui effectivement sont des stars et sont devenus des bons joueurs de ballon. Enfin, peut-être vous reconnaissez un minimum qu'il y a des bons talents qui viennent de notre continent, quoi. Moi j'ai plus vu des bonnes réactions plutôt que des mauvaises réactions. Il n'y a pas un mec qui est né en France, il n'y a pas un mec qui est né en Afrique. C'est leur parole leçon. Non, mais ça n'a aucun sens. Je vois pas la. Enfin, bref. Mais ça n'a ni queue ni tête d'avoir mis à part pour choquer ou pour faire du buzz, je vois pas l'intérêt. Ça, on est tous d'accord. Bon. Exactement. Parler d'Mbappé, il faut trouver autre chose. Voilà. Passons à autre chose, les gars. Et je vais envie de faire plaisir avec l'image de la semaine. Bien sûr, c'était retweeté par Roue Libre, justement avec une excellente quotidienne qui va commencer vendredi, les gars. J'espère que vous êtes chauds. Ouais, quotidienne tous les soirs 19h. Exactement. Winamax aussi. Et regardez cette image avec le titre de champion de France de Florent Sénéchal. On en parlait tout à l'heure, bien sûr.
cette arrivée du côté de Cholet où il y avait du beau monde et où s'est imposé bien l'homme qui n'ira pas au Tour de France. Vous nous en parliez tout à l'heure. Un petit mot, Polo, sur cette arrivée? C'était une vraie course de gazier, une arrivée en petit groupe comme ça, jamais facile. Axel Ziegler, je ne sais jamais comment on dit, qui était le coureur de la Cofidis, c'était le favori sur une type d'arrivée comme ça, faux plat montant, pas facile, mais derrière Florent Sénéchal, c'est un moteur incroyable. Il bat sur la ligne Anthony Turgis. Anthony Turgis, c'est quand même une drôle de saison pour lui. Lui qui était annoncé comme un des hommes forts du peloton français, fait deuxième de Milan-San Remo derrière Mohoric. Là, il fait deuxième des championnats de France. Il y a eu blessure en plus et chute entre-temps. Un peu triste pour Anthony Turgis, mais Florent Sénéchal est un très beau champion du monde. Pas encore, champion de France. Je le souhaite. On le verra l'année prochaine. Favori leader sûrement avec la Quick-Step, parmi l'un des leaders de la Quick-Step sur Paris-Roubaix. Il sera chez lui, Joseph en parlait tout à l'heure. Et ce sera déjà très beau. On se console comme on peut, nous qui ne le verrons pas sur le Tour de France. Exactement. Et puis les gars, il y a un sujet dont on a parlé tout au long de cette saison. Vous pouvez d'ailleurs lancer les images tout de suite en régie. Encore un match interrompu à cause d'un débordement de supporters ce week-end. La scène s'est passée au Chili. On va regarder ça dans quelques instants. Match amical entre la sélection chilienne et un club féminin chilien. On joue alors à la 36e minute de jeu. Attention chez vous, si vous avez des enfants, vous les éloignez surtout. Parce que regardez ce supporter, eh bien, un petit chien qui voulait un câlin. Et vous allez le voir, il a été fort récompensé en tout cas de cette très très belle initiative. Le chien est rentré sur la pelouse, ce petit malin. Il est parti voir justement la gardienne chilienne. Et vous allez le voir, match interrompu. Et la gardienne chilienne, vraisemblablement, s'est plutôt pris au jeu. Voilà, ça s'est plutôt très très bien passé. Bon voilà, pour une fois qu'on Le chien s'appelle Didier, évidemment. Parce que moi, j'ai déjà vu cette image. Il marque un but de la tête. Et il fait l'arrêt du cul. On s'en rappelle. On sent pas le cul. Hein. Toi, tu m'as fait peur. J'avais pas vu les images. J'ai cru que de l'horrible histoire dans les arènes avec. J'ai écouté aller là-dessus. J'ai fait non, parce que vous avez vu qu'il y avait malheureusement un peu de légèreté. On s'approche un petit peu de la fin de la saison, les gars. On a le droit, bien sûr, de respirer un peu. Là, par contre, l'image, elle est pas très belle. Je voulais vraiment qu'on finisse là-dessus. On a pris des nouvelles de Marc Marquez. Vous savez, le pilote moto qui était tombé justement à Jerez et qui s'était cassé le bras. Bah, il est en vacances, Marc Marquez. Et regardez, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais son bras, c'est pas forcément un cadeau à montrer de près. Regardez, c'est le fils de Marc Marquez qui. On n'est pas obligé de zoomer, les gars. C'est Tom en régie. Allez-y, c'est une sacrée cicatrice qu'il a, notre ami, qui honnêtement est cassé de partout. Marc Marquez, légende bien sûr du MotoGP, à qui on souhaite un prompt rétablissement et surtout d'excellentes vacances. Voilà les gars pour les images. Désolé si c'était un peu dégueu. Pourquoi on a peur quand Fabio Quartararo chute comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Et tu comprends pourquoi on met des images de chiens avant de vous montrer et de prendre des nouvelles de Marc Marquez. Allez les amis, on va passer dans quelques instants à la perf du week-end. On ouvrira le dossier, le conseil de classe 2022, bien sûr de House of Sport, parler justement de ce qui nous a marqué avant le début de l'été et des grandes compétitions. La perf du week-end, bien sûr, le Montpellier Hérault rugby champion, et puis sans doute peut-être la dernière chronique de Tom, c'est dans quelques instants. Mais avant cela, parlons rugby avec notre ami Joseph, notre invité aujourd'hui. Le premier Brennus de l'histoire de l'un des plus jeunes clubs de l'histoire de France, tout simplement, le Montpellier Hérault Rugby qui a étrillé Castres en finale du top 14. C'était vendredi du côté du Stade de France. Joseph, tu y étais, j'imagine. Ah, j'y étais pas. Non, j'ai pas pu y aller. Ça commence bien. C'est moi qui te lance dans un four. Pas te mentir. J'y étais, Joseph, j'ai donné le coup d'envoi et je suis parti. Avec mon chien. Non, j'y étais pas. En tout cas, sa femme y était, mais lui non. C'est vrai, ma femme y était. Elle voulait voir Kenji. D'accord. Kenji qui, le genre de recul, le chanteur. L'autre. J'espère le chanteur. Tu as suivi en tout cas la finale pour nous, mon cher Joseph. La première question qu'on a envie de te poser, parlons un petit peu du match. Est-ce que Montpellier est déjà un beau champion, sans rentrer dans le storytelling, parce qu'on va y revenir, il y a plein d'histoires en parallèle à raconter. Parle-nous un petit peu de cette finale, parle-nous un petit peu de ce sacre du MHR. Oui, donc Montpellier qui bat 29-10, voilà pour le score. Castres, est-ce que Montpellier est un bon champion ? Oui, moi je trouve que Montpellier est un très beau champion. Alors convaincu. Et, ah oui, non, mais moi je pense vraiment parce que dans cette équipe-là, déjà c'est la première fois qu'ils sont champions. Donc quand c'est la première fois qu'un club est champion, moi je suis content, ça ouvre un peu à de nouveaux clubs. Le public, le grand public connaît Toulouse, le grand public connaît le Stade Français, connaît Toulon. C'est vrai que ça manque de gros
gros noms, et plus il y a de clubs qui sont champions de France, plus on fait agrandir un peu la carte du rugby. Et pour avoir un peu ces lettres de noblesse dans le rugby, il faut avoir un titre et gagner un Brennus. Et les supporters qui sont amenés vers le rugby à Montpellier, qui est une ville de foot, qui est une ville de handball, et qui a besoin aussi de titres pour valider ça auprès un peu de la population. Et ils adorent le rugby aussi pour le coup. Alors, ils adorent le rugby. Ils adorent le rugby. Hein. Le stade de Montpellier est très souvent plein. Mais Moed Altrad, donc, qui est un investisseur syrien qui est depuis très longtemps dans le rugby, qui met énormément d'argent dedans. Qui est sur le maillot de l'équipe de France aussi. Exactement, qui est sur le maillot de l'équipe de France, qui est sur le maillot même des All Blacks, pour tout dire. Et il met énormément d'argent. Et à la fin, il faut légitimer auprès de la population, tout simplement, qu'on met de l'argent et qu'on fait partie du Gotha national. Et ce titre-là permet à Montpellier, en fait, de rentrer dans le Gotha national. Et on l'a vu sur la finale, en plus, ils n'étaient pas favoris. Ils terminent deuxième du top 14. Ils font ensuite une belle demi-finale en écartant l'Union Bordeaux-Bègles. Et ils arrivent en finale, ils sont toujours pas favoris contre Castres. Enfin, pas favoris, même si c'était très serré. Hein. Mais quand même, Castres avait de l'expérience. Ils sont 5 fois champions de France. Et puis, en fait, ils te font 15 premières minutes. Franchement, je ne sais pas si vous avez juste vu les 15 premières minutes. Moi, j'ai vu. C'est là, moi. Bah voilà. Non mais c'est révélateur. Ça veut dire que en fait, une affiche qui est pas forcément la plus sexy qui soit, il y a pas Toulouse, il y a pas Stade Français, il y a pas Toulon. Et ben celui qui ne regarde pas le rugby et qui se dit ah bah tiens si c'est sympa à regarder, bah je vais rester. Et ben pendant 20 minutes ils ont vraiment régalé. Ça a été une boucherie. C'était une boucherie, mais je participais par Montpellier, c'était extraordinaire. Bah ouais, extraordinaire, les essais marqués. Il y avait du mouvement, il y avait techniquement Montpellier développé un très joli jeu. Alors c'est sûr que quand t'es castré, tu regardes et tu te dis putain qu'est-ce qu'on fait. Mais voilà, oui, moi je trouve que ça a été un beau champion pour l'histoire globale et en plus sur le début du match tout simplement. Exactement, on rappelle que cette finale elle opposait les deux premiers on va dire de la phase régulière du top 14. Comment t'expliques Joseph que justement Montpellier et Castres aient su tirer leur épingle du jeu et qu'on ait moins vu le Racing, Toulouse, Toulon, en parlant même pas. Enfin, en tout cas, les grosses écuries habituées, en tout cas, à se retrouver en finale du top 14. La première raison, déjà, c'est que Castres et Montpellier ont fait une saison tout simplement excellente. Alors, exceptionnelle pour Montpellier, parce que l'an dernier, ils se battaient pour le maintien. Ouais. Excellente pour Castres, parce qu'au final, on commence à être habitué à ce qu'ils soient dans les premières places du championnat. Montpellier est vraiment revenu sur le devant de la scène avec un Philippe Saint-André qu'on appelait Ouin-Ouin, tellement quand tu parles, t'as l'impression qu'il pleure. Le mec. On l'a laissé au bout du rouleau, il vient acheter conduite. Tu le laisses au bout du rouleau, tu le retrouves à Montpellier où un de ses leaders, c'est Guilhem Guerrado, qui toute sa vie a parlé de défaites encourageantes. Enfin bref, donc Montpellier, non mais c'est quand même ouf. Et effectivement, donc Montpellier et Castres déjà ont été bons. Et à côté de ça, c'est vrai qu'ils ont eu des éléments qui leur ont été un peu favorable, et notamment le calendrier surchargé en rugby. On est toujours bien évidemment les plus intelligents du monde à continuer à mettre des matchs de club en même temps que des matchs internationaux. Et voilà, des équipes qui sont gros pourvoyeurs d'internationaux comme Toulouse, comme Toulon aussi, ou comme un peu Bordeaux-Bègles aussi sur la fin de la saison, ont donné beaucoup de joueurs à l'équipe de France, qui a fait un super grand chelem. On en parlera, je pense, tout à l'heure dans les meilleurs moments de la saison dans le débat. Du coup, eux, ils n'avaient pas forcément tous leurs joueurs au bon moment. À la fin, c'est vrai que peut-être qu'ils avaient moins de jus. En tout cas, quand on les a vus en barrage, Toulouse s'est fait décalquer par Castres. Il y avait aussi la Coupe d'Europe aussi, dans le même temps. Alors, ils ont joué les Coupes d'Europe, Castres et Montpellier. Non, Montpellier ne la jouait pas et Castres s'est fait sortir après les poules. C'est le seul club. On l'explique comme ça aussi, la fraîcheur, clairement. On l'explique complètement comme ça, mais en même temps, on l'explique comme ça, mais en même temps, il y a une certaine logique. Sur le terrain, c'est les deux meilleures équipes en top 14 qui ont gagné. Maintenant, c'est vrai que moi, si je dois prendre position, clairement que j'aimerais qu'un jour il n'y ait plus ces choses-là qui entrent en jeu, parce que c'est casse-couille à la fin de toujours avoir les Toulousains qui te disent mais en fait si on gagne pas, nous c'est parce qu'on a donné des c'est vrai. Attends, imagine dans le foot ou dans le basket, pendant 1 mois et demi, 2 mois, il y a des 10 meilleurs joueurs de ton équipe, 5 meilleurs joueurs de ton équipe qui sont pas là, sur la Coupe du Monde. Ah ouais, super. C'est vrai. Alors ils sont rémunérés, ils ont le droit à un plus gros budget que les autres pour pouvoir à chaque international. En gros, tu as le droit à avoir un salary cap, parce qu'il y a un salary cap en top 14 qui augmente un peu. Donc, ils ont le droit d'avoir un peu plus. Mais à la fin, tu as quand même tes meilleurs joueurs qui sont Antoine Dupont, Romain Tamac, qui finissent la saison éreintés. Cameron Wauquiez à Bordeaux-Bègles qui finit éreinté. Et donc, forcément, qu'à la fin, ça pêche. Et c'est dommage pour le rugby de ne pas, effectivement, être à égalité des chances, tout simplement. Parle-nous un petit peu des hommes qui ont marqué la finale. Qui a marqué ton intention, en tout cas, Joseph ?
Arthur Vincent, que vous connaissez un peu du 15 de France, mais c'est pas les personnalités peut-être les plus starisées. Boutier aussi, le 15, qui s'est fait tout simplement, en fait, qui était titulaire en équipe de France et qui s'est blessé au genou avant un match à l'entraînement haute intensité du 15 de France et qui depuis en fait s'est fait doubler par Jaminet. Et il a été excellent. Et après il y en a eu d'autres. Il y a eu Yann Serfontein, un Sudaf, un centre monstrueux. C'était un espèce de bestiau. Non mais le mec, t'avais l'impression qu'ils lui ont pas filé à bouffer depuis. On retrouve Joseph bientôt sur l'agriculture. Non mais franchement, il arrivait avec ses gros trucs, il mettait les mains sur le ballon, vraiment il repartait avec pour le coup. Et puis le pack, les avants de Montpellier ont été aussi très impressionnants. Là on voit Zach Mercer, un Anglais qui avait été oublié par la sélection et qui du coup s'est exilé en France et qui est peut-être le meilleur joueur de la saison. Et c'est un symbole des avants qui ont bien joué au ballon. On a vu des deuxièmes lignes qui ont la réputation de ne pas toucher une saucisse et d'envoyer des briques à tout le monde. Et puis là, il tombait, il relevait le ballon, il y en avait un autre, passe dans le dos, lui il arrivait, tchic-tchac. Enfin, c'était impressionnant. Donc il y a eu pas mal de joueurs, quelques joueurs, notamment Zach Mercer que vous voyez là, qui... je pense, va retourner en Angleterre pour nous affronter en Coupe du Monde. Tu l'as dit tout à l'heure, Philippe Saint-André, donc qui l'emporte avec Montpellier. Philippe Saint-André qui quittera Montpellier, enfin qui va quitter à l'issue de cette saison. Ah non, il les quittera en 2025. En 2020, excuse-moi, d'accord. Bon, tu vois, bonne info. Il a prolongé comme Neymar. Ouais, non, mais il cligne des yeux, le mec prolonge. Il a annoncé qu'effectivement il aura 55 ans et que voilà, déjà il devait partir en fin d'année dernière et il s'est dit bon, je vais continuer mon boulot, mais en 2025 je pars. Parlons d'un homme qui vivait son dernier match, et bien sûr Guillaume Guirado. Forcément une émotion aussi assez particulière à l'arrivée de cette saison 2021-2022. Alors il y a un truc qui m'a régalé effectivement, qui m'a régalé entre parenthèses avec Guillaume Guirado, c'est que déjà bon l'histoire elle est belle, je suis content pour lui qu'enfin il est droit au bonheur, mais au final pas complètement parce que le mec il se tape une commotion cérébrale. Oh là là. Pendant le match. C'est une Caston Dodge ça, Mais on appelle ça comme ça dans le milieu. Il sort faire le protocole commotion. Donc dans le rugby, tu passes un protocole commotion et au bout de 10 minutes, si on te dit bah, c'est bon, tu réponds aux questions, c'est des trucs, bah, tu joues contre qui, t'es où, comment tu t'appelles. Il y répond, il revient sur le terrain, il va rentrer. Ouais. Et en fait, on lui dit non, en fait, tu dois le repasser. Alors, très bizarre, il repasse et en fait, il ne répond pas au protocole commotion. D'accord. Donc, le mec le passe 2 fois, il finit par s'asseoir sur le banc et à ne pas jouer la finale du top 14. Et au final, on le retrouve où ? Dans les vestiaires, à faire un ventre-glisse, à faire un truc de débile de rugbyman qui, moi, me régale et qui, bien évidemment, c'est ces images-là qu'on attend. Ils font du ventre-glisse et au bout du ventre-glisse, ils mettent le Brennus qui est une planche de bois qui fait 20 kilos et il saute tête la première dedans. Le mec est sorti sur commotion et tu vois Guillaume Guirado foncer tête la première là-dessus. Ça, c'est vraiment des rugbyman. Si vous voulez vous régaler, vous regardez les images de Enzo Forletta sur les réseaux et il a fait la fête pendant 48 heures et il chante, etc. Et c'est exceptionnel. En tout cas, une très belle image. La dernière question que j'ai envie de te poser, Joseph, concernant bien sûr le premier sacre du MHR, eh bien, on les a, regarde, le ventre glisse. Le ventre glisse, voilà, avec le Brennus. Ils sont en slibard. Et ils font tout ça. La première, boum, dans le truc qui leur tombe sur la gueule. Alors, Guillaume c'est Guirado. vraiment les images de rugby, t'as raison. Exactement. Le voilà, Guillaume Guirado, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est bon, il a mis un bandeau, c'est bon pour se protéger. Il n'a pas passé le protocole commotion, mais il y va. Et boum. Il se rappelle plus de son prénom, mais il a pas oublié qu'il était rugbyman. Ah, l'image est incroyable. C'est quand même incroyable. L'image est incroyable. La dernière question qu'on a envie de te poser, Joseph, pour parler du MHR, justement, c'est qu'on a souvent dit, concernant Montpellier, que c'était un club sans âme. Tu parlais de Altrad qui a investi à peu près 100 millions d'euros. Est-ce que maintenant, avec ce titre, on va traiter Montpellier d'une autre manière ? Bah déjà, moi, ce que je dis, c'est que sans âme, c'est faux parce que Montpellier est un club, le MHR est un club historique du top 14 qui n'a certes pas gagné. Mais en fait, depuis que Moed Altrad est arrivé, Moed Altrad avait fait des erreurs sur le plan stratégique et de la communication. Et notamment, il avait recruté une flopée de Sud-Africains qui en fait ne correspondaient ni à l'identité de Montpellier. Sur le plan de la communication, en conférence de presse, il y avait des entraîneurs qui passaient les uns après les autres et on ne savait pas trop où ils allaient. On ne comprenait pas. Moed Altrad est quelqu'un qui n'hésite pas à... Il est impulsif, quoi. Comment ? Il est impulsif. Ouais, alors impulsif, je sais pas, parce que c'est un mec qui a fait fortune dans les travaux, etc. Et je me permettrai pas d'un mec comme ça, qui est un immigré syrien, qui est parti de rien, de dire qu'il est impulsif, si tu veux. Mais
en fait, il aime bien avoir des moments dans les médias où il est là où on l'attend pas. Et du coup, on avait du mal à savoir où il allait. Effectivement, des fois, il avait des trucs pas clairs avec les salary cap. On disait de Montpellier, effectivement, qui dépassait le salary cap, qui payait les joueurs en droit d'image. Et donc, l'image de Montpellier était mauvaise. Et en fait, en recrutant Saint-André, il s'est beaucoup plus appuyé sur son centre de formation. Et l'image de Montpellier a beaucoup changé. Et notamment avec le recrutement de Philippe Saint-André. Et là, on voit deux joueurs qui sont des Français, notamment Moawas à droite, qui est un pilier international. Oui, la famille. Et voilà, et en se basant peut-être sur un projet un peu plus français, mais avec des grandes stars. Hein. Attention, c'est pas que franchouillard, je veux pas donner l'impression qu'il est allé chercher des Français, c'est pour ça qu'il a gagné. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a eu un recentrage et du coup un projet qu'on a mieux compris et qui, je pense, a été mieux compris par le groupe. Et ça donne un club qui est champion de France à la fin. Il n'y a pas si longtemps, là, il s'était complètement planté avec Garbajosa, il y a 2 ans de ça, 2-3 ans de ça. Ah, mais complètement. L'arrivée de La Rochelle, ça a été un fiasco terrible. Il y a eu Galtier qui était passé, ils ont eu du mal à trouver aussi un petit peu un mec incarnant pour mener un projet jusqu'au titre. C'est ça. Galtier, en fait, était peut-être... on le voit quand il est sélectionneur, vous voyez un peu ses confs de presse, il utilise des mots très compliqués. À ce moment-là, peut-être que le rugby n'était pas prêt. Il avait un groupe qui était aussi très peu français, donc pour faire passer ses messages, c'est extrêmement compliqué. Et Xavier Garbajosa n'avait jamais été manager, lui. Donc au final, pour manager les grosses stars en fait, qui étaient amenées par Aldrad, comme notamment André Pollard, qui est aujourd'hui sur le banc, hein. Il était sur le banc alors qu'il est champion du monde avec l'Afrique du Sud. Peut-être qu'il y avait une communication globale qui était mal faite. Et effectivement, il a fait des grosses erreurs. Et il a appris peut-être de ses erreurs, sans doute, de toute manière, il est champion de France, pour au final être logiquement récompensé, je pense. Et bien voilà, en tout cas, Montpellier qui remporte cette édition du Top 14. Fin de saison donc pour les rugbyman. La saison qui reprendra, on le rappelle, mon cher Joseph, c'est quoi ? C'est en septembre, on dirait ? C'est fin août. Fin août, d'accord. C'est sympa, cette histoire de joueurs avec l'équipe de France. Ils doivent faire Coupe du Monde, tournoi à destination, Coupe d'Europe. Justement, en fait, là, ils sont en train d'élargir. Normalement, la liste est de 42, mais ils essayent de réfléchir à des joueurs protégés. Et l'avantage depuis quelques années, c'est que la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby ont une communication qui est plus simple et donc ils arrivent à avoir des points sur lesquels ils s'entendent. Alors ce sera effectivement pour les clubs un problème, ils n'auront pas leur club à disposition, mais pour l'équipe de France en tout cas, c'est la priorité en tout cas. Donc c'est rassurant pour ça. Les amis, après cette page rugby, merci beaucoup mon cher Joseph, reste avec nous parce qu'on aura besoin de continuer à parler ballon ovale bien sûr dans quelques instants avec le conseil de classe de House of Sport, mais place à un moment très important dans cette saison, la dernière chronique de l'année de notre ami Tom Cheravino. J'espère qu'on va se régaler. Étant donné l'actualité sportive, il espère faire sa dernière chronique de l'année. Il vient nous faire surtout un bilan de la saison, c'est le mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Aujourd'hui pour... Salut Tom. Enfin, une fois dans la saison, c'est sympa. C'est vrai. Aujourd'hui, pour la dernière chronique de la saison, c'est l'heure du bilan. Et moi, j'adore faire le bilan. Je crois que c'est de famille chez les Servino. En fin d'année, on fait le bilan et puis on le dépose. Je vais revenir sur cette saison sportive en la jugeant avec mes critères, mes avis. Oui, je m'accorde le droit. Et ça en fait toujours un de plus que les femmes aux États-Unis. Où ça dénonce ici. Mais vous croyez quoi, les gars ? Souvent, on oublie que je suis un gars sérieux, le genre de gars qui peut prendre un ton grave. Ça va 2 minutes de faire des blagues, mais j'ai pas prévu d'être le prochain Vincent Lagaffe. Moi, je suis un homme de lettres. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Hein. C'est pas parce que j'en ai que 3 dans mon prénom que je connais pas les 15 autres. Il en existe quand même 26, mon cher Tom, dans l'alphabet. Hein. Ne joue pas l'intellectuel avec moi. Je sais très bien qu'il y en a 26, c'est juste que je compte pas les accents. Ils sont pas comptés, je te rassure. Ah, bon, après Vincent Lagaffe, il a pas fait que des trucs de merde. Hein. Bref, revenons-en à ce jugement de l'année. Alors, j'ai noté quelques mots-clés qui la résument un peu. Supporters, débordement, Covid, élimination, relégation, polémique, politique et cyclisme. Bon, si t'enlèves le cyclisme, on est plutôt sur une belle année. C'était ma dernière pique possible sur le vélo, mon polo, j'en ai profité. Hein. L'été vous appartient, vous fans de cyclisme, avec le Tour de France qui débute. J'espère juste que la canicule va pas trop impacter l'événement. Bon, après, les cyclistes, ils sont quand même habitués aux conditions extrêmes, Tom. Bon, c'est pas aux sportifs, hein, mais bien ceux qui regardent. Hein, ceux pour qui l'âge a transformé l'accès aux toilettes en une étape de haute montagne. Puisqu'ils doivent grimper 10 marches d'escalier, hein, comparable à l'ascension du Mont Ventoux. Pas de vélo pour eux, seulement 2 jambes un peu tremblotantes. Pas de selles non plus, hein, si ce n'est celles qui termineront dans la couche. Amis de la poésie, bonsoir.
Bon, aujourd'hui, dans ce court jugement de l'année, je vais évidemment devoir zapper quelques sports. Hein. J'ai donc décidé d'évacuer rapidement ceux pour qui je n'ai pas d'intérêt. Déjà le tennis, parce que je suis à court de blagues. Voilà, ils m'ont usé. Hein. J'ai cru même à un moment qu'ils faisaient exprès, qu'ils voulaient me voir à bout. Et bah bravo, vous avez gagné, ami tennisman. J'abandonne. Vous avez été le plus fort, tellement vous avez été nuls. On éjecte le cyclisme, le tennis, le handball aussi, parce que bon, les fans de handball, c'est comme les bébés pigeons. Pas que ça existe, mais personne n'en a jamais vu. Je parlerai pas de rugby non plus dans cette chronique, il n'a rien à voir avec les supporters, je précise, parce que je pars dans le sud-ouest et j'ai pas vraiment envie de discuter chronique avec un demi de mêlée pour une blague mal maîtrisée. Non, j'ai fait une conférence de presse avec mes auteurs, parce que j'ai des auteurs, oui, ils ont notamment écrit le dernier spectacle de Younes et Bambi. C'était clairement les moins chers. Bref, on a fait la conf de rédac et on a conclu qu'on n'allait pas parler de rugby parce qu'ils sont irréprochables. Bon, ça fait plus beaucoup de sport à parler, mon cher Tom. Il reste quand même le foot, le basket. Et surtout, moi, ça me fait plaisir. Parle-moi un peu de Formule 1 quand même. Ouais, bah moi aussi, j'aimais bien la Formule 1, elle m'était chère. Hein. Pendant une saison, tous ceux qui avaient maté Drive to Survive avaient kiffé la Formule 1. Tu regardes la série, derrière, t'as une saison historique, tu dis, mais comment je suis passé à côté de ça pendant 20 ans? Puis après, tu comprends. Hein, autant je me suis régalé de ma première saison, autant la suite, c'était à chier. Hein. Un peu comme Lost, la série. D'ailleurs, en parlant des gens qui sont en train de tout perdre, parlons du pauvre Charles Leclerc, hein, qui est passé d'une Ferrari à une Dacia Sandero sans option. Le genre de voiture où t'as des Ricola dans la boîte à gants. C'est terrible hein, pour Leclerc avec sa voiture. Il y a une chance sur deux pour qu'il ne termine pas. Hein. C'est plus un pilote, juste un mec qui a trop bu. Non. Alors évidemment que l'autre, Verstappen, il se régale. Hein. Même Hamilton a disparu. La dernière fois chez Mercedes, ça a célébré la 3e place comme une victoire. Hein. Ils n'ont même pas gagné, mais ça sable champagne, ça fait des grands posts sur les réseaux sociaux. Depuis quand Mercedes est devenu l'OM? Pas de regard noir, Erwan. N'oublie pas que je suis lyonnais. Et la procuration, c'est ce qui nous maintient en vie depuis 10 ans. Bravo. On est un peu le Vincent Lambert du football. Sauf que nous, on devrait s'en sortir. Cette blague, c'est ce qui s'appelle jouer avec le karma. Hein. C'est un jour, j'ai un grave accident qui me plonge dans le coma, ne pleurez pas. Mais dites-vous que cette blague valait le coup. Pas le temps pour parler de foot aujourd'hui, ni de basket d'ailleurs. En fait, il y a trop de sport à couvrir en 4 minutes. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées cette saison, tellement de grandes victoires, de belles déceptions. Je me suis souvent régalé. Parfois, c'était tragique, mais au moins, ça me donnait lieu à de belles chroniques. Alors, on se revoit dans quelques mois, normalement, pour parler de sport. Moi, comme je vous le disais, je suis un homme de lettres. Donc, je vais écrire mon premier bouquin. Non, c'est pas vrai. Je vais juste finir un Narcos en espérant que Pablo Escobar s'en sorte. No spoil. Bravo Tom, merci pour cette saison. Extraordinaire. Merci. La semaine prochaine. Franchement, si tu peux nous en préparer une pour la semaine prochaine quand même, parce qu'on les aime beaucoup quand même. On verra, selon le Delta. Delta en fil rouge de l'émission. Il est quand même très fort. Il est quand même très très fort. Il nous aura régalé. Mystère ou pas, on ne sait pas si c'était la dernière de Tom. On va tout faire cette semaine pour. Enfin, je compte sur vous, les gars, pour le convaincre du côté de Marseille. Mais voilà, je vois que le chat, en tout cas, s'est régalé et c'est l'un des moments forts, bien sûr, de cette émission. Mais il est drôle. Okay. Par contre, on va avoir Ça marche pour Julien Philippe aussi. Hein. Un jour, on va avoir un problème. Un jour, on va avoir un problème avec ce garçon. Ça, c'est une certitude. Les amis, justement, Tom a débriefé sa saison 2022. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, bien sûr, sans vous parler notamment de Vincent Lambert ou d'autres On peut choses. arrêter là, non? Oui, c'est vrai que c'était une bonne fin merci. pour cette émission. Et on va nous lancer, bien sûr, tout de suite le dossier de la semaine, pardon. Alors dans le chat, on nous dit qu'il faut garder Tom pour l'année prochaine, mais ça, faut voir avec nos avocats. Hein. C'est vraiment eux qui auront le final cut. Et Thomas Erwan, bien évidemment. On a déjà essayé de voir les casseroles qu'il a au cul et après Oui, vrai, on règle ça et après on en discute. C'est vrai, t'as raison. Parce que c'est que du vécu qui nous raconte dans ces chroniques. Les amis, justement, faisons le bilan un petit peu de cette année 2022. L'été arrive, alors il n'y aura pas de Coupe du Monde cet été. Ce sera bien sûr pour cet hiver du côté du Qatar. Mais on va avoir quand même des grandes compétitions. Je pense notamment au Tour de France. Et c'est pas de l'humour comme le fait Tom, bien sûr, à chacune de ces émissions. Débriefons un petit peu cet exercice 2021-2022 où il s'est passé quand même beaucoup de choses. Déjà, premier tour de table, avant de parler des événements, vous, qui vous ont marqué personnellement. Comment vous jugez un peu cette saison qui se termine, les gars? Puisque juillet, je vous rappelle, c'est dans quelques jours.
J'ai trouvé que c'était une grande saison de sport. Ouais. Il y a beaucoup de grands moments. Il y a beaucoup de choses, quand on s'est posé la question, qui me sont venues à l'esprit dans beaucoup de sports différents. Je rentrerai pas dans le côté franco-français parce que du coup, on perdrait vachement t'as raison. de crédit et beaucoup de bons moments. Mais il y a beaucoup de choses qui me viennent. Quand il a parlé de F1, évidemment, on peut penser avec des champions et au Real, etc., etc. Je pense qu'on a eu un bon cru de sport. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a la Coupe du Monde. Donc, on va enchaîner avec Euro, Coupe du Monde en moins d'un an et demi. En foot, en tout cas, ça va être super. Joseph, j'imagine que toi t'as aimé, en passionné de rugby, t'as vécu des trucs cette année. C'est ça, parce que ça fait toujours un peu peur. Effectivement, quand t'as pas de Coupe du Monde, pas d'Euro, tu te dis bon, qu'est-ce qui va un peu te régaler pendant la saison. Et puis finalement, en fait, on se rend compte que le sport, déjà en plus nous qui sommes très multisports, on se rend compte qu'il y a toujours des événements qui nous offrent de l'émotion. Donc on va avoir de quoi parler aujourd'hui. Il y a toujours du renouvellement. C'est vrai. On est rarement déçu en fait finalement par une saison de sport. Ouais, Alors il y en ça. a des plus grandes que d'autres. On est rarement au bout du chemin déçu. On arrive toujours à aller grappiller un truc à droite à gauche pour dire là un peu j'ai kiffé. Moi je vais prendre un peu le contre-pied que vous avez dit. C'est vrai que sur le sport pur et dur, il y a eu beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses aussi autour du sport. Là, pour le coup, je reviens sur la France. Jamais autant. Jamais autant. Et là, pour le coup, on a eu quand même des moments. Le Lyon-Marseille cette année, là, le Marseille, le Nice-Marseille. On peut dire les supporters en général. Voilà, les supporters Ouais. en général, ça a été cette année, je trouve, dramatique. Et ça nous a niqué le délire, vraiment, par moment. On s'est retrouvés des soirs, le soir Ligue des Champions, avec le match où il y a 25 minutes de retard. Je te dis, le Lyon-l'OM, où tu es dans ta télé un dimanche. Le match il commence 10 minutes, il s'arrête. Enfin, il y a eu plein de choses. Il y a eu aussi Saint-Étienne, catastrophe. La finale de la Ligue des Champions, on l'oublie, Lens-Lille, il y a eu quelque chose. Ouais. La finale de Ligue des Champions, évidemment, j'en ai parlé. Mais enfin voilà, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de débordements aujourd'hui autour du sport. Il y a eu aussi beaucoup de débats un peu puants. Notamment, on a revu encore cette chroniqueuse dont le nom m'échappe chez RMC qui vient, Marie Martineau, qui n'a aucun argument, qui vient juste régler des comptes. On pense au cas Mbappé aussi. Voilà, on pense au cas aussi Kylian Mbappé. Il y a eu plein de choses autour du sport qui m'ont contrarié un peu et qui ont pris beaucoup de place dans les discussions sportives et ça n'aurait pas dû être le cas. Polo. Moi, je réfléchis à ce que disait Tom, sortir du prisme franco-français. Et c'est vrai qu'il faut essayer de le faire. Mais ce qui est terrible, c'est que quand moi je pense aux meilleurs moments que j'ai vécu cette saison, c'est évidemment, il y a de la Formule 1, l'histoire du Real en Ligue des Champions est magnifique aussi, mais c'est toujours en raccord avec un sportif ou une équipe française, et on me le reproche beaucoup dans les émissions de vélo. On met beaucoup en avant les Français, leurs performances et les émotions qu'ils nous transmettent. Moi, j'avoue que j'ai du mal à me décrocher de ça, et encore une fois, on va débattre de ça là, pendant les prochaines minutes. Mais les plus grands moments moi que j'ai vécu cette saison, Thibaut Pinot qui a gagné une étape. Voilà, la victoire. D'ailleurs, j'en ai qu'un seul, c'est la victoire d'étape de Thibaut Pinot sur le Tour des Alpes. Philippe est 2 fois champion du monde. Non, mais tu rigoles, mais voilà. Je sais que tu peux en parler. Philippe, c'est un conseil de classe. L'année a commencé donc en septembre et Julien Philippe est champion du monde en octobre. Donc, enfin bref, on va en discuter. Je réponds quand même à un petit commentaire. J'allais te lancer là-dessus. Il n'y a que le foot. Quand je dis que c'est pur, non, il y a eu le débat aussi autour des Jeux Olympiques, autour de l'organisation, le site notamment du basket et tout. Donc non, quand je dis qu'il y avait quelques débats et des atmosphères un petit peu puantes autour du sport, je parle évidemment pas que du foot, mais il faut peut-être se renseigner un petit peu. C'était Soupe de Brocoli qui te demandait qu'est-ce qui s'est passé avec Martino et RMC. Alors Evan Fournier donc, a dit on va expliquer à Steph Curry où on va jouer. Il avait peut-être parlé de faire les JO 2024. On va expliquer à Steph Curry qui va jouer dans une salle pas adaptée. Et là, elle est partie, mais nous, on a un peu d'infos sur elle. Donc, elle vient, elle n'a aucune argumentation. Et elle dit, mais Evan Fournier ne devrait peut-être ne pas être le porte-parole de Steph Curry. Ce n'est pas un athlète olympique, il n'a pas les valeurs de l'olympisme. Enfin, ils partent dans des délires parce que ce mec, j'imagine qu'au fond d'elle, doit penser, il gagne trop d'argent pour être. Donc, il s'approprie. Alors, très bien, c'est une ancienne championne de snow. On sait que c'est les gens, sur des sports mineurs comme ça, ils adorent, eux, prendre en otage l'esprit de l'olympisme. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi, quand tu es un joueur NBA, tu n'as pas le droit d'être... Moi, je sais qu'Evan, quand il n'est pas pris à Rio, c'est un drame terrible pour lui parce qu'il rêve de faire les Jeux Olympiques. Donc, mais il faut gagner le SMIC et bosser à la poste pour comprendre. Non, mais à entendre ces gens-là, tu as l'impression qu'il n'y a qu'eux qui comprennent ce que c'est l'olympisme. Donc, encore une fois, et puis là, elle vient clairement régler des comptes, quoi. Elle vient régler des comptes, il n'y a aucune argumentation derrière. On est sur des clichés de gens multimillionnaires, donc on est contre ces gens-là. Enfin, voilà, c'est ridicule. C'est pas français, finalement. C'est pas la première fois, c'est pas la première fois qu'on sort ça. Elle, en tout cas, elle sort des énormes saucisses. Voilà, donc au bout d'un moment, elle ne maîtrise absolument pas son sujet.
Et encore une fois, voilà, ça fait une sortie dramatique. Evan a repris, évidemment, RMC a enlevé le tweet, mais voilà, il y a quand même des gens sur ce sujet qui a été un peu brûlant de où allait être hébergé le premier tour du tournoi olympique de basket. Il y a quand même eu des sorties médiatiques minables. Visiblement, Voilà. on est sur les redoublements. On commence par ça, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, on peut parler vite fait des 15 minutes Avertissement cravate et conduite pour on peut Marie-Martino. enchaîner avec le PSG les 15 dernières minutes à Bernabeu, hein, si vous voulez. Hein, Oui, redoublement, là, tout de suite d'office, on est tous d'accord. Et après, on discute du reste. si vous voulez, hein. Exclusion de Ouais, c'est l'école, vrai s'il vous On a plaît. tendance à parler des bons moments, mais il y a aussi les très mauvais moments qui Complètement. sont des moments très forts de la saison, tout simplement. Hein, la défaite du PSG, franchement, bon, ça, de toute façon, tous les 2 ans, on met 5 jours à s'en remettre. Ouais, Moi, j'ai mis un 6 peu jours. plus, là, Clairement. ouais. Il a été très difficile ce moment. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de la vie des médias sportifs, etc., de tout commenter. Et ce moment était un moment très très fort. L'arrivée de Messi, on peut même commencer par l'année dernière, ça a été peut-être le moment le plus fort médiatiquement. Je parle même pas de sport en soi, mais médiatiquement, son arrivée a été un raz-de-marée extraordinaire à un niveau mondial. Donc on pourrait même commencer par tout ça. Mais C'est même une saison de science-fiction pour le PSG. ouais, un peu. Si tu prends du début jusqu'à la fin. Moi, Un les gars, joli navet alors. Hein. je voulais juste vous dire un truc, c'est que Gros budget. il y a quand même, moi je trouve qu'il y a un truc très ambivalent dans cette saison. C'est vrai qu'il y a des réjouissances parce que moi je trouve que c'est un peu la saison des titans. Tu prends par exemple Nadal, tu vois, au tennis. Tu prends ce duel Hamilton-Verstappen en Formule 1, vous y avez fait écho. Tu prends le Real Madrid aussi, tu vois, qui est une équipe de titans, quoi qu'on en dise. C'est pas l'équipe qui joue le plus, c'est pas le plus beau des footballs, mais il y a quelque chose, un esprit en tout cas qui nous a rappelé que le football c'était pas uniquement des analyses tactiques. Le parcours. C'était pas, et puis le parcours qui est absolument un parcours de titan. Légendaire, ouais. Et exactement, je pense que vous avez même des exemples bien sûr sur le basket. Les Warriors. Et les Warriors, Les c'est ça. Warriors, ouais. Si tu veux, je trouve qu'il y a beaucoup de titans qui ont été sacrés, en tout cas sur cette saison. On était aussi sur une année de JO d'hiver, ne l'oublions pas. Bref, il y a vraiment cet aspect-là. Et c'est vrai que tu as dit quelque chose d'intéressant, Erwan. C'est qu'il y a quand même un décalage aujourd'hui entre beaucoup d'instances et La réalité. et les sportifs. Tu prends ce qui se passe à la FFF. En ce moment, il y a un procès dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le procès Platini contre la FIFA. Et il y a des choses qui sortent, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Bref, si tu veux, il y a, je trouve, vous avez parlé tout à l'heure du ministère des Sports, avec notamment toutes les questions autour de Paris 2024, et elles ont été nombreuses. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, en tout cas d'un point de vue français, où il va peut-être falloir commencer à réfléchir et se réformer. Dernier exemple en date, et il est gravissime, ce qui s'est passé notamment ce week-end dans l'élection du nouveau président de la Fédération française des sports de glace, notamment du patinage artistique. C'est un drame humain. Donc c'est là vraiment où je pense, en tant que Français, à 2 ans des JO, je pense qu'il y a une remise en question totale, en tout cas au niveau de nos instances et les choses à y changer. Vous voulez parler des sujets négatifs? Je sais que vous êtes parti là-dessus. En fait, on part sur les réjouissances. Thomas et Joseph sont allés sur des choses très positives et tout. C'est vrai que je voulais Mais t'as raison. juste signaler ça. Après, évidemment, Non, mais- on est sur une ouais. fin d'année, l'été est là. Les gars, allons On garde le positif. allons sur du S'il allons vous sur du plaît, on kiff. est possible. Votre champion de l'année, votre événement sportif de l'année, ça peut être quelque chose de positif ou négatif, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous gardez, les gars, de cette année? C'est Bah, dur, c'est 100, $1 million. Hein. Ça a été un moment incroyable. Oui, alors du coup, en fait, moi, effectivement, j'allais partir sur autre chose, mais en fait, c'est un peu kiff-kiff. J'avais parlé de Quentin Fillon-Maillet aux Jeux Olympiques d'hiver. Mais Je prends justement ça en te laissant le 6 nations. Mais je ne savais pas les ce que deux, t'avais les pris, deux Polo. clubs français qui gagnent une Coupe d'Europe. Antoine Dupont, champion du monde. et toi, tu me prends les Jeux Olympiques. Joseph. je ne savais pas que tu allais parler de ça, On va Polo. mieux Mais, travailler cette émission. Belle année vraiment. pour le rugby. Belle année pour le rugby. Ah, tu rigoles, mais vas-y, comme Jo. quoi, vous voyez qu'on a fait un conseil de classe où on s'est laissé un peu discuter chacun de son côté. Mais effectivement, du coup, je voulais parler forcément du Grand Chelem parce que le rugby est un sport extrêmement important en France, alors très porté médiatiquement, mais c'est un moment qui, dans toutes les générations, on a tous un souvenir de rugby, il y a 30 ans même, etc. Donc il faut en France que le 15 de France soit en tout cas en capacité de gagner des titres internationaux. Et là, ça faisait 12 ans que ce n'était pas arrivé. Et le Grand Chelem en France, c'est quelque chose d'historique. Déjà, gagner le tour à destination, c'était important. Et faire le Grand Chelem, ça l'est encore plus. Et on a vu que le dernier match a été suivi par 9 millions de téléspectateurs. Donc ça veut dire que tout simplement, l'équipe de France de rugby est à nouveau rentrée dans le cœur des Français avec des figures de proue que sont Antoine Dupont et Romain Ntamack qui deviennent de plus importants et de plus en plus connus. Et donc forcément que moi, j'ai vécu des émotions absolument démentielles avec ce 15 de France. Donc
Quand je regarde derrière moi, effectivement, j'ai plus l'habitude, quand on me dit fais un bilan de la saison, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, je pense plus au bon moment qu'au mauvais moment. Mais forcément que le 15 de France en fait partie. C'est un moment incroyable, et aussi parce que le scénario était incroyable de finir sur un France-Angleterre au Stade de France. C'était vraiment les conditions de rêve. D'ailleurs, quand on en a discuté, et puis ça fait des années qu'on en parle évidemment, on savait tous que ça allait être ce dernier match-là et que, au vu du tournoi de l'année dernière, on avait peut-être une chance de réaliser le Grand Chelem. Ils ont assuré et assumé. Et ça, c'est un truc qu'on peut retrouver dans quelques sportifs internationaux dont on va parler. Mais alors, pour des Français, c'est quand même vachement rare. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant. Ils ont assumé leur statut. Et je pense qu'on a tous vibré. Toi, tu es à fond rugby, nous, on est à fond sport. Et ça a été un grand. Chaque match ont été des rendez-vous, en fait. L'impression. Ça a dépassé la caste Tout des à fait. fans du rugby. Oui. On était ça tous qui est devant notre important. télé. C'était une équipe de France qui pouvait écrire l'histoire. Et on était tous devant notre télé. Et on s'est régalé. Elle a été très attachante, cette équipe de France de rugby, ce 15 de France. Et ça tombe bien, puisqu'on est un peu plus d'un an maintenant d'une Coupe du Monde qui sera en France. Donc non, franchement, ça faisait longtemps que le rugby français ne m'avait pas procuré Exactement, des frissons comme ça. Je suis d'accord. Et Baltarok qui nous dit on n'oublie pas non plus la victoire contre les Blacks. Bref, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une saison, en tout cas, de ce 15 de France absolument extraordinaire, les gars. 9 millions de téléspectateurs devant le rugby, nous dit Tom. C'est vrai qu'en termes d'audience, c'est quand même quelque chose d'assez fou. JO d'hiver. JO d'hiver, c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est Paul vrai, et quoi. Tom aussi, ils veulent prendre. Et dites-nous dans le chat ce qui a marqué votre attention, bien évidemment. On attend vos Les jeux réactions. d'hiver, c'est Je me intéressant. rappelle plus de mon dîner de Noël que des JO d'hiver. Je vais pas vous mentir. Vous C'est étiez pour aux ça que j'ai États-Unis, envie les que- gars, pendant les JO d'hiver. T'étais où aussi. Vous étiez aux États-Unis à ce moment-là. Ah ouais. Mais oui, travaillez, la victoire vous- de Clément Noël, on est dans un bar et je vous Clément dis, qui Clément Noël qui gagne Comme le de soir. par hasard. On est dans un bar, on est un peu sous Comme dans par un bar aux hasard. États-unis. Et Oui, je vous oui. dis, regardez, Clément Noël, il est en train de devenir champion olympique sous nos yeux. Tout le monde s'en battait les couilles dans le Quel bar, sport, ça évidemment. Quel sport, Le exactement slalom. Ah ouais, mais oui, je me souviens très bien. Quel sport. Autour des piquets. Non, Du c'était basket de 2. Sur Les- neige. les Jeux Olympiques, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce qu'il y a de plus beau dans le sport et aussi ce qu'a dit Erwan avec tous les côtés négatifs de ces JO très loufoques à Pékin. On se souvient de ces images, de cette neige artificielle, de ces endroits choisis dans pour certaines des compétitions. Compliqué pour les valeurs du sport. Justement, Marie Martineau qui adore les valeurs de l'olympisme, elle devrait peut-être se poser des questions quand elle voit qu'on peut organiser des Jeux Olympiques à Pékin. Mais le fait est qu'il y a eu des belles histoires et Joseph a commencé à en parler. Quentin Fillon-Maillet, 5 médailles, 2 en or. On parle souvent, tu vois, on parlait de Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Quentin Fillon-Maillet est fantastique dans le sens où quand quelqu'un domine autant qu'un Martin Fourcade, il peut laisser que les miettes, notamment sur les générations qui le suivent. Pas du tout. Quentin Fillon-Maillet a su tirer tout ce qu'il fallait de l'expérience et du talent de Martin Fourcade pour, dès le départ du patron, lui rendosser un peu ce dossard-là. C'est le cas de le dire. Il va chercher 2 belles médailles en individuel, 5 médailles au total sur ces Jeux Olympiques. C'était le rayon de soleil un peu d'une équipe de France qui a eu du mal dans ces JO. On n'a pas de Clément Noël aussi qui fait une superbe course, qui remporte une médaille d'or. Gabriela Papadakis et Cizeron aussi en patinage artistique. C'est quoi? Je crois que c'est 11 médailles au total. C'est pas non plus le meilleur bilan français. 5 d'or, apparemment. Et 5 d'or, tout à fait. Pas le meilleur bilan français, ce sera pas les meilleurs JO, mais ça reste quand même un Jeux Olympiques. C'est obligé d'être l'un des moments phares d'une saison scolaire entre guillemets. On nous parle énormément dans le chat, les gars, de MMA aussi. J'y arrive. c'est D'accord, mon truc. excuse-moi. Bah, si je veux, vas-y, prends la main. Vas-y, non, mais parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler de Benzema qui nous a régalé Ouais. sur toute l'année, qui devrait être Ballon d'Or, et ça, c'est pas vrai. rien. On aura l'occasion d'en reparler pour le coup. On pourrait parler aussi de NBA. On a vu les Warriors revenir sur le devant de la scène avec un Steph Curry d'exception. On a vu aussi les Celtics revenir en finale NBA après 12 ans après, avec un parcours incroyable aussi. On pourrait parler de Monaco en Euroleague. Monaco de en la Euroleague. ce week-end. J'ai envie Ouais, de parler c'est de MMA parce que pour le coup, moi j'ai un regard complètement novice et nouveau là-dessus. Et cette saison, je me suis levé au moins 2 fois pour voir des combats à 4h du matin. C'était Ngannou face à Miocic, Ouais. la revanche. Quand Ngannou devient champion du monde et Ngannou face à Cyril Gane. Et on a vu la montée en puissance dans les médias et dans la hiérarchie du MMA de Cyril Gane. Et ça, moi, ça m'a botté de fou sur cette saison de sport. J'ai trouvé ça, les rivalités entre Ngannou et Gane et Miocic aussi, mais et Gane qui est arrivé avec les deux. Donc Ngannou avait avant l'ancien entraîneur, maintenant de Cyril Gane. Il y a plein d'histoires. Ça m'a fait kiffer. Je suis pas un mec du MMA. Je préfère la boxe anglaise. Mais là, ces 2 mecs-là m'ont fait kiffer l'avant-match aussi de Ngannou Gane quand ils se croisent et que Ngannou calcule pas Cyril et que Cyril le regarde en mode.
Tout ça, la montée, l'avant-match, j'étais comme un fou devant ma télé et j'ai trouvé ça cool, c'est nouveau. Il y a un Français en plus qui incarne ça, qui a vraiment une bonne gueule, qui est un athlète monstrueux et honnêtement, on attend tous la revanche maintenant entre Ngannou et Cyril Gane et je trouvais ça bien que le MMA un petit peu casse un petit peu des barrières et qu'on change de ce côté du sport. C'est ultra violent, c'est que des casseurs de gueule. Alors oui, c'est violent, mais ils savent ce qu'ils font, c'est encadré. Et honnêtement, je me suis laissé prendre complètement au jeu du MMA qui est arrivé en France. D'ailleurs, pas le MMA, mais le MMA va arriver en France. Il y a une... c'est fait pendant depuis c'est le... l'UFC, pardon, je confonds. Pendant L'UFC va c'est en arriver. septembre. C'est en septembre, mais le tout à MMA fait. donc, est arrivé en France. Voilà. Pendant le J'ai eu- Covid, la première C'est réunion l'UFC. de MMA. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dis Et j'ai cru que tu allais dire, nique ta grand-mère derrière. Parce qu'on était quand même à Bercy pour voir le Il a combat. fait il a envie de t'arracher les yeux, ouais. Et bien sûr, il va me dire le foot va bientôt arriver en France. Là, j'allais tomber dans les Je me pommes. suis juste trompé, je voulais dire l'UFC va arriver à Paris, mais apparemment j'ai bien compris, tu t'es bien on n'a compris. pas le droit à l'erreur. C'est bien repris. Culé. Non, mais pardon, C'est pas c'est moi vrai qui l'ai que dit. c'est vrai qu'en janvier, la hype pour Ngannou, Cyril Gane était extraordinaire. Parce que le Miocic, là, c'était quand même en mars 2021, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas où il allait. J'étais très inquiet. Non, mais ça m'a amené à ça. Porté, d'accord. Moi aussi, mon premier match de tennis m'a apporté pour parler de Nadal. Parce que Vas-y. tu sais, là, depuis tout à l'heure, on discute. Et l'équipe en fin d'année ou en général les médias aiment bien donner Le champion de l'année. Ouais, le champion de l'année. Hmm. Bon, je sais pas qui ça va être. Bah, c'est Mbappé. compliqué. Tu sais bien que ça va être Mbappé. Mbappé Pour les médias, ce sera Mbappé. N'importe quoi. sans école. qu'est-ce qu'on Il faut gagner des titres. Hein. Non, mais- Non, mais pas de ballon d'or. Non. Tu sors Moi, j'ai peur vite. que ce soit ça. Tu sors vite. Champion d'équipe. Il le sera Je certainement. pense que Joseph dans sa bulle, il dit Non, mais n'importe quoi. j'espère pas. Moi, je donne Arrêtez pas de se foutre de Mbappé. la gueule du monde. C'est même du prisme franco-français. Ouais, Encore une fois, complètement, j'essaie d'élever Mais non, Olivier. tiens, Parce qu'ils veulent absolument parler français. Et c'est le producteur qui parle. Bien sûr. J'ai pris de parler de Mais c'est cyclisme, pas mais pas de Mbappé pour cyclisme moi, mais- français après. C'est te dire à quel point Ouais, bah, moi aussi on en parle, je Polo. fais des Non, mais efforts. tu vois, non, mais pour le coup, vraiment, c'est très difficile de donner un bon point. Il y a plein de gens qui sont susceptibles de gagner ce grand titre. Moi, quand même, je le donnerais pour Nadal. Je le donnerais à Nadal. C'est incroyable. Parce que il y a Évidemment. encore une histoire de renaissance, encore une histoire d'un gars connu de tous qui est capable sur des tournois hyper ciblés. Donc en Australie, on s'en souvient, on a tous regardé ce moment qui est extraordinaire. Là, tu gagnes une nouvelle fois Roland Garros, 14e fois Roland Garros, incroyable quand même 14 fois, hein, on s'en rappelle, mais j'ai quand même la sensation que tu parlais des années des titans, il y a un gars qui doit ressortir, c'est lui, parce que c'est pas juste gagner une fois, reprendre l'avantage sur Djoko, c'est démonter Djoko, être à 22 titres, et au moment où t'es complètement pété, tu peux plus jouer au tennis, t'arrives encore à gagner. En fait, c'est tellement pas raisonnable, raisonné et normal que pour moi, Nadal est en fait simplement mon sportif de l'année, j'irai jusque-là. Hein. Et en plus, il y a le côté l'année scolaire. surprise. Ouais, de l'année scolaire. Non, mais il y a le côté surprise, parce que quand tu le vois, rappelle-toi en Australie, il a une préparation qui est assez compliquée, où il passe un petit peu plus de temps sur place à jouer des petits tournois et tout, etc. Machin. Tu te dis en Australie, il y a une question qui se pose sur son état physique. Bon, finalement, ça se passe très très bien, avec cette fameuse chaussure qui avait fait tant parler. Et c'est pareil, avant Roland Garros, il est tête de série numéro 5, je Ouais, crois, 5, donc je crois. il n'est pas du tout protégé, on va dire, par le tableau. Tu vois arriver cette fameuse opposition contre Djoko en quart de finale, etc., etc. Tu te demandes si physiquement il va tenir avec les propos qu'il a vus, notamment après son premier match. Et en fait, à la fin, il l'emporte. Mais cette fois-ci, on ne l'attendait pas au tournant, vraisemblablement, à Rafael Nadal. Tu vois, donc c'est vrai que ça rajoute, je trouve, en tout cas, dans l'impression de ce qu'il a pu faire cette année. Mais c'est vrai que c'était extraordinaire. Et puis la saison n'est pas terminée. On attend le retour de Djoko aussi. Hein. Absolument. Mais pour l'instant, c'est pas Djoko. Mais pour le moment, c'est pas Djoko. Mais je suis Djoko. entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que Nadal peut être le champion des champions de la fin de cette saison. Sinon, Max Verstappen peut-être. Bah, On t'attendait, il a le droit d'avoir une. Vous êtes gentil de m'avoir laissé celui-là. on t'attendait, Manu, là-dessus. Non, mais c'est vrai, moi. en fait- Michael Masi plutôt, j'aurais dit. oui, c'est Michael Masi, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai quand même l'impression, tu parlais, en fait, je pense que le plus grand événement, on sera sans doute tous d'accord ici, on est des passionnés de sport, donc on a nos sports de prédilection. La Formule 1, elle est pour moi, mais j'ai la sensation que le grand événement sportif, c'est celui qui arrive à capter l'attention de gens qui peuvent être nantis d'une discipline ou même nantis du sport. Et c'est vrai que début décembre, pour ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi, ben en fait, on était tous tous devant notre écran, tous devant le Grand Prix. Le lendemain, on avait tous envie d'en discuter, que ce soit la machine à café ou également sur ce plateau. On avait tous un avis sur la question, on avait tous une préférence. Je me rappelle, Tom, c'était tes propos. Tu disais quand il y a un choc comme ça entre deux titans, deux mecs qui n'ont rien à voir, deux mecs qui sont complètement différents, ben quelque part, on a
tous une préférence pour l'un des deux, naturelle. Il y en a un qui a envie de voir gagner. Et c'est ça, quelque part. Pour des raisons sombres, des fois, ou moins sombres. Mais en tout cas, voilà. Et puis, le suspense, quoi, la dramaturgie jusqu'au bout. Alors, peut-être un petit peu trop, puisque après, on a parlé de légitimité autour du titre, bien sûr, de Max En Verstappen. revoyant du Survive, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Dès que tu revois cet épisode-là, tu fais putain. Tu te dis, en fait, c'est pire que ce que je croyais. C'est bien pire que ce que je croyais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, il y a une dramaturgie et je suis assez content là-dessus parce que c'est vrai que de notre vivant, des saisons comme ça de Formule 1. Allez, on va essayer de faire un comparatif. Tu as 97, Schumacher-Villeneuve, ça s'accroche. Il y avait 94, Hill-Schumacher. Il y avait... il n'y en a pas eu énormément des saisons comme ça. De l'ancien millénaire. Non, mais c'est exactement ça. Dans les dernières années, si tu avais peut-être du Alonso-Schumacher, et encore, ça n'avait pas... Hamilton-Alonso, t'as raison, ça c'est vrai, il y avait eu ça. Massa-Hamilton 2008, c'est sans doute le plus grand des Grands Prix, c'est vrai, je l'oublie. Après, l'énorme différence, c'est que, et tout à l'heure, je parlais de l'équipe de France pour assumer, c'est que pendant toute la saison, pendant les 5-6 derniers Grands Prix, on se disait, et si ça jouait au dernier? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et ils ont réussi l'exploit, la FIA, Netflix, j'en sais rien, les dieux du stade, ils ont réussi à nous tenir en haleine et à ce que le dernier tour soit décisif, ce qui est en fait tout à fait improbable vu la concurrence de toute la saison. Exactement, et c'est quelque chose aussi qui, tu sais, des événements qui laissent des traces dans l'histoire d'une discipline. C'est-à-dire que ça, on en parlera, on en parle encore. Quand Hamilton, par exemple, ne gagne pas, on dit « Ah mais tiens, est-ce que c'est un événement justement qui a propulsé Hamilton vers les bas-fonds ?» Maintenant, on commence à se dire « Est-ce que Max Verstappen, c'est pas l'ère Max Verstappen parce qu'il a battu le géant Hamilton ?» Enfin voilà, tu vois, c'est des tournants un petit peu dans l'histoire. Et puis c'est vrai qu'on parlait, il y a Polo qui nous dit Rosberg-Hamilton. C'est vrai que notamment cette saison 2016 avait été extraordinaire. Voilà, c'est un événement qu'on a tous suivi devant notre canapé et je te dis, même des gens autour de nous qui suivent pas ça, on regardait ça avec nous, ils se sont absolument régalés. La Ligue des Nations, on n'en a pas parlé, les gars. On peut pas dire que c'était une émotion extraordinaire. Quand même. Ah bon, le but de Benzema, si, le but de Benzema, c'est extraordinaire, mais j'ai pas envie de le mettre. Moi, je le mets pas dans mon top 5 des émotions sportives de l'année. Après, c'est chacun son avis. Ça se discute. Moi, j'ai souvenir quand même de dire avant, comme nous tous, je vais pas la regarder, je m'en fous et tout. Quand on était dans le dernier carré, on l'a tous regardé. Oui, bien sûr. Scénario incroyable. C'est aussi ça, la beauté du sport. T'as raison. Donc, le but de Benzema, la frappe enroulée là, frérot, oui, bien sûr. Bien sûr. On était debout et bien sûr. Donc voilà, non mais t'as raison de mettre Lewis Hamilton et Verstappen devant. Le bâtard de la Ligue des Nations, c'est qu'on s'en fout jusqu'à ce qu'il y ait ce Final Four. Et si t'es dedans, pour le coup, tu le vis à fond. T'étais pas triste après les 4 derniers matchs? Parce que moi, j'en avais rien à foutre. Bon, ça allait, toi. Ça a duré le tranchant, tu sais. Fabio Quartararo aussi, pour être le champion français, s'il arrivait bien sûr à faire le back-to-back. La saison de NBA, les gars, vous nous avez dit aussi qu'elle avait été extraordinaire. On en a parlé. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est en dessous de tout ce qu'on vient de raconter, on peut en dire. Parce qu'on adore ça et tout. Moi, pour moi, c'était largement en dessous. D'accord, ok. Il y a un beau storytelling, mais est-ce que c'est du niveau de tout ce qu'on s'est raconté? Il n'y a pas ce moment-là. Il n'y a pas de match. Ce moment. Et les playoffs mettent fin au débat. C'est vrai que pendant les playoffs, on a beaucoup reproché le fait qu'il n'y ait pas de money time, qu'il n'y ait pas de fin de match un peu historique. Cette année, on n'a pas beaucoup eu ça. On a eu des perfs incroyables, mais c'est vrai que c'était une bonne saison NBA. Ce qu'on fait les Warriors, c'est incroyable, mais il nous a manqué ce match épique. Il y a eu cette perf de 43 points de Steph Curry, mais on n'a pas ces dernières minutes 30 dans un match fou qui nous a marqué, dont on va parler tout l'été. On n'aura pas ça. Donc exactement. Voilà. On a lancé un petit sondage là, justement pendant cette émission. Pour vous, quel est le meilleur moment de l'année? Il y avait du Max Verstappen et JO d'hiver, Rafael Nadal à Roland Garros, Ngannou, on en a parlé, Real PSG. Il n'y a pas le rugby. Il n'y a pas le rugby, t'as raison, en effet, mais c'est pas grave. Ça contrer, vous connaissez. En fait, je pense que je l'explique assez facilement. Ça, c'est que, en fait, avec First Team et notamment dans ce sport, on parle énormément de sports très internationaux. Or, le dernier Grand Prix de la saison, c'est 100 millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est l'événement le plus vu sur l'année 2021, les gars. Mieux que le Super Bowl. Mais en France, Canal+ fait 1 million, 1,2 million, quelque chose comme ça. Le tournoi à destination France-Angleterre, c'est 9 millions de téléspectateurs. Donc pour moi, c'est en clair. En France, oui, mais c'est en clair, effectivement. Mais je pense que même si le Grand Prix de Formule 1 était en clair, je suis pas sûr qu'il atteindrait 9 millions de téléspectateurs. Tu mets un dimanche après-midi sur TF1. Non, mais je pense que tu peux aller très 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 haut. Hein. Bon, c'est pas le débat. Je sais pas. Peut-être. Hein. Mais je pense quand même que la finalité, c'est que en France, l'événement le plus important, c'est le Grand Chelem. Mais par contre, sur le plan international, le tournoi le plus important, je pense que c'est la F1. Ouais. Exactement. Je vous dis les scores, c'est vraiment Rafael Nadal à 50% pour le moment devant Max Verstappen, champion. Et le troisième événement, il y a vraiment une lutte. JO d'hiver, 5%. Ngannou, 8%. Real PSG, 5%.
Où iront le report des voix au second tour? On aura bien sûr la réponse la semaine prochaine. Restez bien sûr Julien avec Philippe, nous. j'imagine. Ouais, Manu, tu Julien connais, Alaphilippe, excuse-moi. J'allais y venir, j'étais obligé, mais Julien Philippe est quand même allé chercher dans cette année scolaire son deuxième titre de C'est champion vrai. du monde en Belgique. On est à la barbe de Wout van Aert et d'un peuple belge qu'il adore tout au long de la saison parce que c'est un coureur quick-step, mais qui ce jour-là le détestait. La manière dont il l'a gagné. Pourquoi j'étais de la pisse dessus et tout? Non, je crois. Peut-être sur l'arrivée. Si. C'est toi qui m'as raconté À ça. l'arrivée, C'est moi qui m'avais Il raconté t'avait ça. menti, Les mecs qui avaient des bouteilles de pisse, les supporters, c'est ils lui jetaient, possible. ils avaient été odieux avec les Français. La Belgique a couru de manière dramatique et je pense que les supporters belges avaient bien la haine. Julien Philippe a encore une fois été extraordinaire cette saison. Julien Philippe, du coup, c'est marrant parce qu'il y a ce côté franco-français. Mais si on est belge, il y a eu quand même la victoire de Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège, la course où Julien chute, qui a eu un retentissement en Belgique et dans le monde du cyclisme extraordinaire. Et forcément, si à l'instant T, on pose la question aux fans de vélo, qu'on sort du prisme franco-français, ils mettraient ce titre de Remco Evenepoel avec la manière, à Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Petit gamin de maintenant 22 ans, 23 ans. 22 ans, ouais, c'est ça. Qui va gagner l'une des plus belles classiques du monde. C'était aussi assez fantastique. Alors qu'il a failli mourir il y a 2 ans, tout simplement. Exactement. Ouais. Une belle saison de vélo. Non, alors, mais on c'est ce que je rappelle, comprends. Ce que j'entends, c'est que c'était une super saison de vélo. C'est une bonne saison de vélo parce qu'effectivement, Julien Alaphilippe va chercher un titre de champion du monde. Mais après, sur les classiques, ça n'a pas été une saison absolument incroyable. Mais après, les spécialistes et ceux qui suivent le vélo ont aimé, mais il n'y a pas eu de retentissement. Mais d'ailleurs, toi, je ne sais pas si tu te souviens, par exemple, qui a gagné Paris-Roubaix. Voilà, c'est ce genre. Voilà. Non, mais c'est J'ai ça. mangé un Paris-Brest, c'était la seule chose qui va me rassembler Non, sur mais une voilà, course. Là, je pense qu'il faut. Raison garder Le problème du Paris-Bas, c'est que tu l'as fait tous les jours la course. Non, ouais, Bon, raison- oui, je sais pas qui a gagné Paris-Roubaix, frère. Je connais aucun vainqueur de Dylan Van Paris-Roubaix. Barle, je ne sais même pas. Non, mais je me souviens, on en a parlé, Dylan Van Barle. Mais on parle ensemble. Non, mais peut-être le Tour des Flandres, le duel entre Pogacar et Mathieu Van Der Poel, qui sont les deux des 3-4 immenses stars du cyclisme, a été très cool aussi. Mais pareil, il y a ça. Même le Tour d'Italie, c'est pareil, ça a été gagné fait par pas un lever gamin les qui a foules, jamais quoi. gagné une course, Jay Hindley. Donc forcément que oui, ça fait pas lever les foules et qu'il faut du storytelling et que c'était un peu c'était pas foufou quoi. Il y a un tu préfères là qui a été lancé par Tom en régie. Tu préfères Julien Alaphilippe ou Thibaut Pinot? Julien Alaphilippe semble avoir pris une certaine avance. Petite précision dans le chat aussi. Intéressant, ça. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si on est là pour discuter de ça, mais c'est un excellent tu préfères. Et petite précision, on parlait d'urine il y a quelques instants sur ce qui a été jeté sur notre ami Julien Alaphilippe. Il s'agissait de bière, nous a rappelé le chat. C'est vrai que parfois on peut aussi un peu confondre les deux liquides. Écoute, je me Sous la souvenais- écoute, pour mauvaise le coup, cuisine, Et voilà, exactement. belge. Je voulais pas citer de marque, mais t'as raison. J'ai mauvaise Jupiler. je me souvenais plus du tout. Exactement. Voilà les gars, en tout cas pour cette belle année 2022. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si on a oublié certaines Le choses. chat, c'est comme nous, on préfère quand même les gagnants dans Bien dans sûr. les sondages. C'est toujours mieux d'avoir un champion à la fin, tu vois. C'est toujours plus sympa. Thibaut Pinot est un champion. Non. Thibaut Pinot est un champion. Si, Mais par ouais. contre, Thibaut Pinot est un Non, mais c'est un champion. champion, elle a raison, c'est un champion de leur cœur. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est champion de leur cœur. C'est un mec qui a gagné des étapes sur des 3 grands tours. Ouais, Il a gagné, il a les étapes, gagné, vas-y. il a Mais fait là, podium, les il a fait étapes, il a mon fait podium du Non, mais Tour, il a gagné une gardons- classique, il a gagné un monument, il a Non, gagné mais un monument. ne nous cramons pas. Et troisième. Ça Ne fait nous que cra- un champion, ça. Ne cramons pas un débat Les pour deux, le c'est des retour du champions. Delta la semaine prochaine. Je pense que vous allez étayer vos arguments, bien évidemment. Ça sera quelque chose de très important. Les gars, il nous reste 15 minutes. Je vous propose qu'on referme. Il était là-dessus. conseiller de classe, Ouais. Ah non. Thibaut Pinot. Tu vois, c'est pas rien ça. Deuxième de sa classe. Trésorier. Ouais, c'est ça. Trésorier. Il est conseiller quand même. Ils ont voté pour lui en troisième, les mecs. Tu vois, c'est pas rien ça quand même. C'est pas possible. On va jamais s'en sortir. Ça, c'est des débats toute l'année. Et ça continuera tout le temps. On a bien sûr, évoqué que le Grand First Team Chelem, existera. On a évoqué Loïc Grand Dumaine Chelem. du Sud. Mais c'est à cause de Tom aussi, il l'a pas mis dans le sondage. C'est vrai. Quel scandale. On va parler 20 minutes, les Putain, gars. Il a oublié, Oui. Tom a fait amende honorable, il a dit qu'il avait oublié. ouais. Il avait oublié. Il était prêt à réécrire là, dans le chat. Tu vois, Mais on le a mec parlé a mis- du Grand Chelem il a pendant dit 5 bye bye. minutes. Le 3-3 féminin, c'était magique. Alors, on est sur l'instant T, mais visiblement, au vu des 150 milliers de messages qu'on a reçus, je pense que c'était un bon moment de sport pour l'année. ouais. J'ai l'impression que beaucoup de gens se sont régalés. C'est ce qu'on a vu sur les réseaux. Extraordinaire. Je pense que c'est pas que le sport non plus. Il y a aussi une ligne éditoriale qui a accompagné l'événement. Qui a aussi, Je pense qu'il bien a sûr, raison de bien mettre ça en avant. c'est important, les gars. Je dirais pas qui, bien évidemment. Mais Léon Marchand aussi, on peut le citer parmi Bien les sûr, grands bien moments. C'est vrai, Ouais, c'est mine vrai. de On n'a rien. pas assez de recul encore. Non, je déconne, bien sûr. On verra si dans une semaine on s'en souvient encore. Dans 2 ans, tu On a pas ressors le parlé de La magnéto. Rochelle, mais- dans le rugby aussi. Des mecs qui nous disent que La Rochelle, c'est La plus Rochelle, dingue que le ouais, Grand champion Chelem. Non, mais on a dit tout à l'heure, tu l'as dit, que Oui, c'était une grande année de rugby. grande année de global. rugby. Très Ouais, grande voilà, année de les rugby. deux équipes qui ont gagné les Coupes d'Europe. Exactement. Allez, le quiz, les gars, tranquillement. Ah oui. Fini en beauté. Le quiz tout de suite, les amis, pour vous, chez vous. On
Manu, il va encore le dire, mais comme toujours, dans les jingles, c'est là où se passe le plus de belles choses. C'est les moments les dans plus cette émission. intéressants. Voilà, dans des grandes émissions, c'est souvent sur les jingles qu'il faut être là. Et pardonnez-nous de ne pas partager tout ça avec vous. Le quiz, les gars. Une petite citation pour commencer, justement. Qui a dit ça? Regardez. C'est une phrase forte de sens. Et moi qui m'a fait un petit peu de peine, j'avoue, quand j'ai découvert. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais. C'est bien, on est transparent entre nous. Toi, je fais les pisser. Excuse-moi, Robert, je fais les pisser. On doit te faire engueuler par le chef d'édition. quoi. J'ai une bonne info, le Real n'est pas parti boire un café, c'est quand même bien pour cette fin d'émission, les gars. Donc je rappelle les deux équipes, on va en profiter. Tom, bien sûr, avec Joe, et puis l'équipe Tom Jones, on va dire ça comme ça, et puis Erwan et Polo. Tu te souviens pas, vous avez jamais vu ce truc à la télé où le mec il fait t'arrêtes de gueuler, René. Tu sais que ça c'est extraordinaire, hein. Un mec, je sais plus ce qu'il dit. Ah, c'est bon. Allez, qui a dit ça? Pas Jules. Qui a dit ça? Ça fait 7 ans qu'ils m'ont enlevé toutes les ambitions que je pouvais avoir. Ils ont gagné, j'ai déjà perdu. Moi, ça a été dur 15 jours, le temps de comprendre les choses. Et maintenant, j'essaye de me battre. Mais tout le monde s'est fait son idée. Oh, c'est un mec qui va pas très bien, ça. C'est quelqu'un qui va pas très bien et qui parlait justement. Qui a été... C'est pas dopage. Du tennis? C'est pas tennis, c'est une affaire financière. J'aime bien cette. C'est Michel Platini. C'est Michel Platini, en effet. Ah, la FIFA a gagné, ouais. Exactement. En fait, ce qu'il disait, Michel Platini, qui est en train de gagner son procès justement du côté de la Suisse, on rappelle, en procès contre la Suisse et la FIFA. Et Michel Platini, ouais, c'est pas la meilleure photo. Je suis désolé, Michel. méchant dans les schtroumpfs. Exactement. Et il expliquait que justement, médiatiquement, il avait déjà perdu ses Azraël est monté à la barre, il a été très bien. Pour ceux qui ont la ref. Vous l'avez la ref d'Azraël? C'est le chat de Gargamel, mais bon, je parle à des gens trop jeunes pour ça. En effet. Et sur le chat, beaucoup sont partis là actuellement. Il n'y a plus de chat. Une deuxième citation très rapide. Pour se motiver entre nous, on se dit, on va les niquer. Montpellier. Et ça marche. Non, c'est pas Montpellier. Mais c'est vrai que ça peut être du rugby. Non, c'est pas Ivan Fournier. C'est un sportif qui a été champion ce week-end. Il y en a eu quelques-uns. Parce qu'on a parlé d'athlétisme, on a parlé de vélo, on a parlé natation de rugby. C'est pas de la natation. On n'a pas. Pas dans le 3-3, ça. Non, c'est un sport. Alors, c'est un sport collectif et individuel. Les titres en individuel, mais tu travailles avec du cyclisme. C'est du cyclisme. Ah bah du coup, Normalement, tu dois c'est l'avoir. Florian Sénéchal. C'est Florian Sénéchal, en effet. Voilà. Il a dit les mots. J'ai eu peur que tu te trompes. Mais oui, en effet. Mais Florian en fait, Sénéchal. Florian Sénéchal, il faut savoir qu'il court avec Quickstep, du coup, l'équipe de Julien Philippe et Rémi Cavagna, ils sont 3 à partir dans la course face à la groupe FDJ qui était une petite quinzaine et même Arkea Samsic, des équipes qui étaient plus représentées. Bien plus fort. Entre 15 et 20 représentants. C'est fort de gagner quand t'es que 3 dans une course de vélo. Et on se dit, on va les niquer, ça marche. Pas d'oreillettes, voilà, on y revient, ouais, c'est gros. toujours plus sympa. C'est exactement ce que je Hashtag dis. King Toutes Kong. les équipes First Team, bien sûr, à chaque fois qui rentrent en plateau. Oh putain. Énumération, alors attention, Oh, c'est quoi ça? énumération un peu dure aujourd'hui. On a vu l'OM est une histoire de famille, c'est quoi ça? L'OM est une histoire de famille puisque Oh là là. En fait. 53 joueurs de la même famille ont joué à l'OM. En fait, il y a 24 familles qui ont connu, par exemple, 2 frères ou un père et un fils qui ont joué dans l'Olympique de Marseille. Je vais pas vous mentir, sur les 24 familles, je pense que vous êtes capable en tout cas d'en sortir à peu près 12 ou 13. Donc voilà pourquoi on s'est motivé à faire une énumération. Si jamais ça bloque, je pourrais vous donner des indices tels que le poste, Attends, bien évidemment. laisse tout réfléchir 2 minutes. qu'un seul. Ouais. Ouais, moi aussi j'en ai Allez, un. 2 peut-être. Si vous réfléchissez bien, les gars, si vous réfléchissez bien, Frères. Il y a beaucoup de frères, des pères et fils. alors tu dis. je vais te dire, Ah, il y a peut-être non. beaucoup plus de frères que de pères et de fils, mais il y en a quand même des bien connus des pères et fils. Voilà. Indice nul, mais il y a beaucoup plus de frères. J'en ai 3 là. Déjà, j'en ai Toi, 3 t'en as qui viennent. On commence. Pas plus simple. Hein, ouais. Oui, oui. J'imagine que tu parlais des frères Ayou. Et tout à fait. Exactement. Ah, peut-être j'en ai plus. Celui-ci est évacué. Vas-y. Ah, merde. Les frères Cantona. Les frères Cantona, exactement. Ouais, Joël. Ouais, Joël a joué à l'OM. Ouais, en D2. exactement. En D2. Ouais. Exactement. Joker. Un autre. Oh, attends, on est nul comme ça. Prenez le temps de réfléchir, les gars, parce que même dans les dernières années, il y a eu des frangins. Alors attends, père et fils. Ça a marché pour les Ayou d'ailleurs. Hein. Exactement. Les pères et Les fils. Pelé, du coup, tu sais. Avec Johan Pelé. Hein. Des pères et fils, putain. Je vous j'ai donne, pas de- si, Hein je vous donne un petit indice pour qu'on joue un peu, parce que c'est un peu dur. D'accord, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Allez-y, prenez le temps, les gars. On est tranquille, de toute façon, on a le temps. Le before du récap qui viendra bien sûr après, avec le récap et tout. Des frères. Pense aux années 2000, pense aux années 2000, les années 2010, la fin des années 90. En fait, pense aux frangins du foot. Ou au papa et fils du foot. Les Leroy n'étaient pas frères.
Rouen n'était pas Non, ils étaient pas frères, bien mais sûr. je me demandais. Bah oui. Je me demandais si Jérôme avait. Laurent avait et un Jérôme- frère qui avait- Laurent Laurent n'a jamais joué à l'OM. Non, oui, t'as raison. Laurent n'a jamais joué ils à se l'OM. battent Oh là là. sur PG, ouais. Laurent, Ils sont pas grand frères joueur sur de son nom, PSG. Exactement. Ouah, vache. J'en dis un quand même. Vas-y, oui, vas-y. Frère Gavanon, Les frères Gavanon, bravo. Ok. ils avaient le compte chez mon père au Crédit But. C'était l'un des plus difficiles, mais je te jure ouais. que vous pouvez encore en On a avoir. d'autres. Tu veux que je t'en donne un parce que ça Vas-y, prend du temps. vas-y. Les frères Dalmat. Les frères Ah, Dalmat, ouais. tout à fait. On aurait C'est ça, pu, 2000, c'est lui. C'est hein. ça, 2000 en effet. Ah ouais. Les On aurait frères pu. Dalmat. Il y en a Mes frères- 2010, il y a deux frangins qui, tu sais, il y a deux frangins dont on a beaucoup parlé. Et- Et ils sont tous les deux passés par l'OM. Escudé Pas SQD, non. Non. Non, mais Du tout, oui. je tente, Il en manquait un, il était au Oui, délice. t'as raison, ça aurait pu. Escudé, non mais pas du tout Escudé, je suis un malade moi. Il y en a un qui est Exactement, il a Escudé, je raison. suis un malade moi. Exactement. Et il y en a un qui est d'ailleurs dirigeant à l'OL. C'est ça que tu voulais dire, Tom. C'est pas Bardonado, non. Il y a Non, pas son frère. Je sais, Pancho. Brando moi tout à l'heure. Pancho est dans le staff de l'OM, mais enfin il est dans l'encadrement, il a pas de dans le frangin qui a staff de joué. l'OM ou dans le staff de l'OL. Alors, Olympique Lyonnais, Je connais pas. exactement. C'est super dur ton jeu là. Ouais, 2 milieux de terrain. Merci Tom pour les. Les Benoît, il a non, jamais les joué frères. là-bas. Non, les Ouais, frères. j'ai Non, pensé au non. Chéreau aussi. T'as dit Benoît, quoi il a joué là-bas. Le frère Chéreau Bah oui, Non. les frères Chéroux, bien sûr. Il a joué. Ah ouais, je te dis non. Il a Bien joué. sûr. Comment sûr, Bruno, Les Bruno deux, et Benoît, les deux ont joué à Ah, ok, Marseille. autant pour moi. Exactement. Bruno, je le vois pas du tout. Un attaquant de Marseille, petit de taille. Son père avait Bakary joué dans Koné les années 90. Tu connais Bakary Non. Là, un attaquant de l'OM qui a été souvent décrié ces dernières années. Son père. Germain Exactement. Ah oui Valère Germain. Bien tout sûr. à fait. Bruno et Tout à fait. Valère, bien sûr, bien vu. Qu'est-ce qu'on aurait Un Belge passé par l'OM. Un Belge passé par l'OM, attaquant qui ensuite joué du côté de l'Angleterre, me semble-t-il. Belge C'est attaquant. un peu parti. Tu sais, c'est nous à Webedia, on a Michou et eux ils ont Michut. Michel. Non. Édouard Michel. Non. Nous on a Michaud Michou et eux Michaud ils ont Michien Micha non. C'est un rébut quoi. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on va vite passer à autre chose. Vas-y. Michi Batshuayi. Ah bah tu vois, Exactement, qui était frère avec hein. Leia Iseka. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. ouais, C'est ça peut-être fait- un peu tiré par les cheveux. On voit des indices un peu. Un capitaine de l'OM de la fin des années 90. Sur une année, l'OM finit deuxième de première division. Une Ouais. équipe à l'époque coachée par Roland Courbis, pardon. C'est à Nantes ça. Il était milieu de terrain. C'est un consultant dont on a parlé dans cette émission. Ah ouais. Consultant, Ah, on c'est a parlé. Il a quoi Il a joué avec son ref Il a joué avec son père, lui. Ah, son père a joué. a joué, je crois, dans Marc les années Libra, 60, non. 70. Libra. Mais c'est non. pas un Marseillais, lui. C'est plutôt, Ah. il est plutôt, tu sais, un peu plus à l'est Un sur milieu la de Côte terrain. d'Azur. Milieu de terrain, numéro 6 même. Je crois que c'était, il avait le numéro 6. Pas Eric Roy. Et Charpie Eric Roy. Eric tout à fait. Roy. Eric Roy. On a parlé Eric d'Eric Roy. Roy Hein On a parlé d'Eric Roy aujourd'hui. Ah oui, on en a parlé. C'est Oui, non, mais dans le très beau l'histoire, commentaire Ah, de la ok. finale de la Coupe de Aujourd'hui, France. Oui. Allez, un dernier. C'est un coach, un ancien coach de Toulouse. C'est un garçon qu'on a pas Casanova. joué. Pas Casanova. Un garçon qui s'était fait casser. Ouais, je crois qu'il s'était. Non, attends, j'ai peur de dire ça. Je suis pas sûr. J'hésite peut-être. On a peut-être pas fait. Il me semble qu'il s'était fait casser la gueule par un joueur de la réserve. Ça a fait beaucoup parler il y a quelques années. Et son frère, c'était deux frères. Ça commence par un Z. C'est un nom difficile. Un Z et un V. C'est les deux premières lettres. Oh là là. Vas-y. Et bref, ils ont joué tous les deux à l'OM, deux frangins. Vas-y. Zvinka. Mais bon, Ah, c'est vieux. Ah ouais, l'ancien. Il est dur. Sinon les autres, vous les aviez, Il les y avait gars. quoi Sinon, Il y a quoi d'autre Sinon les autres, bon après c'est du vieux, hein. Scotty, Gransart, Delachey, Ah ouais. Dar, Bonnel, on n'a pas connu. Mais en tout cas, je te dis, il y avait une dizaine de noms, en tout cas qu'on pouvait avoir. Que oui que non, très rapidement, Ah oui, en oui. 2 minutes, on va Ah ouais, commencer. ouais, vas-y, on va. Ici, hop, tac, on va se faire ça, Ils ont tiens. été meilleurs, ils ont été meilleurs. C'est toi qui fais deviner. Tu veux deviner Allez-y les gars. Comme tu veux, faudra que je fasse. Allez, vas-y. Pour faire vite, 1 minute 30 les gars, ça part ici. Sport collectif Oui. Football Micro. Oh là. France Non. Angleterre Non. Espagne Non. Allemagne Non. Italie Non. On parle de la nationalité. Ouais. Brésil Non. Argentine Non. Qu'est-ce qu'il y a comme pays européen Oui. Portugais Non. Pologne Non. Allemagne Non. Il reste Suisse 20 secondes les gars. Non.
Ah, Suède, Non, Danemark, non. Norvège. Enchaîne, non. Peut-être sur autre chose. Autre chose, je pense. Hein. J'ai dit 20 secondes, mais si on va se laisser 1 minute 20. Oui. Bah, tu l'as. Nedved. Eh oui. Pavel Nedved. Pavel Nedved, en effet. Les nationalités, T'es allé au bout de lui. Tu m'as fait peur. Ah, sur la nationalité, ouais, c'était peut-être pas le bon choix. Ouais. Et 1 minute, Si, finalement. 1 minute 20, les gars. 1 minute 20 pour trouver le sportif. Sportif vivant. Oui. Sportif sport co. Non. En activité. Oui. Individuel. Oui. Tennis. Non. Olympique, sport olympique. Il est plus en activité. Ah, t'as dit en activité? Ouais. Non. Ok. Désolé. Sport olympique. Non. Merci. Sport français. Sportif français. Sportif français, non. Sportif européen. Oui. Grande nation européenne. Oui. Ok. L'Angleterre. Non. Ok. Allemagne. Ah, je vais me faire niquer. Italie, Espagne. Non. Italie, oui. Italie, c'est oui. J'ai sport. C'est du cyclisme. Non. C'est du genre un sport individuel. Hein. Oui. Ah, un sport sur l'eau. Non. Un sport sur route. Oui. Un sport sur route. Un sport sur le marathon. Non. Non, un sport olympique. Putain. Sport sur route. Est-ce que c'est un effort long? Oui. Oui. Un effort avec plusieurs sports dedans. Non. Il court le mec. Non. Il a une moto. Oui. Il a une moto. 20 Oui, secondes. italien. Et il a un petit chapeau. Non. Non. C'est un pirate. Oui. Non, non. Oui. Oui, je veux 10 secondes, les gars. 10 secondes, les gars. 10 secondes. 10 secondes. J'ai oublié son blague. 5 secondes, les gars. J'ai oublié son blague. Que lui. Chino, petit Papa Noël, Chino. Rossi. Sur le buzzer. Allez. Est-ce que c'est un pirate Valentino Rossi. Italien, ce qui fait la bouche dit là. Les gars, c'est tiré par les cheveux, mais vous êtes à égalité, bien sûr, de ce quiz. Il nous reste 1 minute 27. On va donc se faire Il est là. un J'ai joué avec. Il est pour là le terminer. mec. Toi, les qui suis, vraiment, j'arrive jusqu'au bout. Retraite. On En plus, verra on me dit avec de oui, meilleures c'est un pirate. intentions. Je me dis, merde, c'était son surnom. J'ai joué je sais pas. avec les gars, on ne perd pas de temps, j'ai joué avec les gars. J'ai joué avec Patrick Vieira, j'ai joué avec Thierry Henry, j'ai joué avec Robert Pires, j'ai joué avec Johan Mikou, j'ai joué avec Ulrich Ramé, j'ai joué avec Grégory Copé, j'ai joué aussi avec Lilian Lasland, Michel Pavon, Wiltord. Lorraine, Sylvain Wiltord, bien bravo. évidemment. C'est pas du tout prêt à jouer. J'ai entendu à partir de l'Islande. Après, tu m'as fait toute l'équipe d'Arsenal, toute l'équipe de Monaco. C'est Bon. l'ordre de la liste. T'as dit quoi L'ordre de la liste Moi, était j'avais envie de dire Monaco. était mal fait, bien évidemment. Oui, parce que Michel Pavon n'a jamais joué à Arsenal. Et Dieu merci. Et Dieu merci. Merci les gars pour cette super émission, ça a été encore un régal. Bonne semaine à Marseille. Voilà, faites attention à vous, semaine à bien toi. sûr. On a plein de rendez-vous pro, ça va être intéressant. Je sais bien. Et venez à notre rencontre, n'hésitez pas si vous avez la chance Exactement. d'être du côté de Marseille, on sera ravis de vous croiser. Exactement. Delta. Avec une Sur la bière. plage, bien évidemment. Tout de suite, le before du récap. Bonne semaine sur le stream. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, Roue Libre qui arrive dès vendredi avec une quotidienne absolument incroyable. Le Tour de France qui arrive très vite. Salut les amis. Ciao, ciao.